Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vous propose une masterclass avec mon cher ami Raphaël Briguet-Lamarre, ancien avocat en droit social, où cette introduction, je la fais à la fin de l'échange que j'ai pu avoir avec lui. Je vous garantis que si vous le souhaitez apprendre en droit social, cette masterclass est littéralement faite pour vous parce qu'on va apprendre sur les obligations qu'un employeur a envers son salarié et toutes les petites stratégies qu'un salarié peut adopter pour un peu embêter son employeur dans le cadre d'une relation de travail. Là, je t'ai bien vendu ça. Et Raphaël, évidemment, c'est un ancien avocat qui a bossé aussi qui a bossé à l'URSSAF, et donc du coup on a vraiment des pépites dans cette vidéo, donc je n'ai qu'une seule chose à vous dire, eh bien prenez place et c'est parti. Salut Raphaël. Salut Nicolas. Très heureux de t'accueillir aujourd'hui car sur le podcast Les Geeks des Chiffres, on va apporter une masterclass en droit social. Parce que comme tu le sais, eh bien, dans l'univers de la comptabilité et gestion, les comptables et les experts comptables, eh bien, ils sont souvent avec des juristes. Ils sont forcément au cœur de l'activité salariale parce qu'ils vont embaucher des salariés, ils vont devoir faire des fiches de paye, ils vont devoir payer des cotisations. Et l'idée de cette vidéo et de ce podcast qu'on va faire ensemble, c'est d'apporter des actions concrètes pour, évidemment, savoir l'ensemble des choses que l'on doit faire pour se prémunir quand on va embaucher quelqu'un, ou alors que nous, on est salarié, ben on va rentrer dans une entreprise, avant l'embauche, pendant la vie d'un salarié ou d'une relation contractuelle entre un employeur et un salarié, et à la clôture, en cas de divorce, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les actions qu'on doit se prémunir. Je te présente vite fait, donc toi, Raphaël Briguet-Lamarre, ancien avocat en droit social. Tu as une communauté sur Internet de près de 40 000 personnes sur YouTube qui te suivent et aussi sur Instagram. Je crois que si mes chiffres sont justes, on est à peu près à 7 000 abonnés. Donc, toi, t'aides les gens qui veulent s'insérer et en faire le droit un métier. Eh bien, tu les aides en leur apportant une plateforme qui va les aider à obtenir leur licence d'abord et puis après la suite de leur aventure pour qu'ils puissent devenir avocats, juristes. C'est tout bon ou pas pour moi? C'est ça, c'est tout bon. Top. Et limite rien à rajouter. Bon, top. Bon, quand même, mon cher Raphaël, ouais. Raconte-moi un peu, avant de commencer ce podcast et avant de commencer cette masterclass, dis-moi qui es-tu, d'où tu viens, c'est un peu quoi tes prémices qui t'ont donné envie d'être avocat. Et bah du coup, comme je l'ai dit, tu es ancien avocat, mais du coup, tu as changé d'itinéraire. Raconte-moi un peu ton histoire. Donc, Raphaël Briguet-Lamarre. Alors, j'ai une formation vraiment purement de juriste, purement juridique. J'ai fait un bac ES, alors je crois que ça n'existe plus maintenant les bacs ES, mais je crois que maintenant c'est des bacs, un bac général avec des options, mais enfin bref, donc plutôt littéraire on va dire. Et après j'ai directement intégré la fac de droit, donc j'ai fait 3 ans, c'était la fac Paris 2 qui était l'antenne de Melun. Et après j'ai directement fait un master 1, donc à l'époque on se spécialisait en master 1, je sais pas si c'est exactement la même chose maintenant. Je crois que maintenant la vraie sélection est en master 1, elle était en master 2, mais on se spécialisait déjà en master 1. Donc droit social à Assas aussi, à Paris 2, donc j'ai dû bouger à Paris. Et ensuite toujours master 2 à Assas, toujours plutôt droit privé, puisque c'est un master qui s'appelle droit et pratique des relations de travail. Après ce master-là, donc c'était un master qui était vraiment intéressant parce qu'il y avait de l'apprentissage en même temps, donc on travaillait en cabinet d'avocat pendant presque 1 an et demi. Pourquoi tu as voulu devenir avocat? C'était quoi un peu ta vocation à la base? C'était quoi qu'est-ce qui t'a animé pour le devenir? Alors très sincèrement, je crois que c'est mes parents. Depuis tout petit qui m'ont répété, ma mère qui disait mon fils il va être avocat, etc. Je crois que c'est rentré en fait dans ma tête. Et je l'ai vu de plus en plus comme un moyen de faire plaisir à mes parents, c'est sûr, mais aussi comme une sécurité. Il y avait aussi l'idée que... être avocat, c'était être riche, gagner de l'argent. C'était je me suis rendu compte stylé. c'est pas forcément toujours le cas. On peut bien gagner sa vie en tant qu'avocat, mais je pense qu'il faut pas le faire uniquement pour l'argent. Mais c'était vraiment la sécurité et le côté se dire je vais aller jusqu'au bout, je vais le faire. Voilà, je vais avoir le diplôme et après je verrai. Et c'est un peu ce que j'ai fait en fait. Donc voilà, donc ce master 2 et après ce master 2, donc j'ai passé l'examen du CRFPA.
Alors en vrai, je l'ai passé plusieurs fois, mais je l'ai passé l'équivalent de après mon Master 2. Et en fait, quand on obtient cet examen, après on a l'équivalent de 1 an et demi où il faut travailler soit dans des entreprises, dans le service juridique, soit dans des cabinets d'avocats. Et après, j'ai eu ce qu'on appelle le CAPA, donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Directement après le CAPA, j'ai pas choisi de devenir avocat. J'ai travaillé pendant environ 6 mois au service contentieux de l'URSSAF. J'y tenais parce que j'avais la possibilité en fait de faire des plaidoiries, d'aller plaider les dossiers directement. Et je me suis dit que ça serait un bon moyen d'avoir de l'expérience à l'oral pour les plaidoiries. Parce qu'il y a même en cabinet d'avocats, des avocats qui, au bout de 2-3 ans, plaident pas énormément. Je me suis dit c'est le bon moment. Et après ça, donc, j'ai décidé de créer mon cabinet. Et je ne l'ai pas fait très longtemps en fait. Je suis resté avocat quelques mois parce que j'avais à côté ce projet, donc cette plateforme numérique pour les étudiants en droit, qui est une activité commerciale. Et c'est assez compliqué d'exercer les deux activités en même temps. Celle d'avocat avec une activité commerciale, c'est possible, mais voilà, il y a des conditions. Et donc j'ai préféré me faire omettre du barreau pour me consacrer à 100% sur l'enseignement et le développement de cette plateforme avec ma sœur. Pour quelle raison, Laura, qu'on salue évidemment, pour quelle raison tu as décidé de te spécialiser dans le droit social? Pourquoi tu es parti dans cette branche précisément? Est-ce que c'était encore le fruit de la maman qui t'a dit Non, pas cette fois. Là, c'est encore plus du hasard. En fait, on était, donc avec ma copine, on était en Master 1. Et généralement, donc, la sélection ne se faisait pas en Master 1, mais on choisissait de s'orienter en Master 1. Et ça déterminait un peu la sélection pour le Master 2 après. Et on avait commencé en droit international privé, je crois, un Master 1 de droit international privé. On s'était dit qu'on allait pouvoir voyager, faire le tour du monde, etc. Donc, vraiment bête, pas de recherche avant du tout. On a pris vraiment avec ce critère-là. Et j'ai discuté avec un ami qui m'a dit mais t'es au courant que le droit du travail, lui, il avait pris un Master 1 de droit social. T'es au courant que le droit du travail, c'est une matière, c'est trop stylé, quoi. C'est vraiment, t'as des choses intéressantes, etc. Et en plus, il y a beaucoup d'emplois dedans. Et en plus, en tant que com, tu vas être favorisé parce qu'il y a l'équivalent de 70% de femmes en fait, dans cette branche. Et de fait, en fait, les hommes ont des moins bonnes notes que c'est statistique, ont des moins bonnes notes que les filles. Donc, on ressort plus facilement du lot parce que voilà, il y a une parité, une absence de parité plutôt, qui joue un peu en notre faveur dans cette branche. Et donc voilà, on a changé au dernier moment. On pouvait même pas en fait avec ma copine. Au dernier moment, on a changé. Et je me suis orienté en droit du travail juste pour des raisons que la matière me plaisait et aussi de termes perspectives professionnelles. On m'a dit ça gagne bien, il y a de l'emploi, donc va là-dedans. Trop cool, super. Et donc ensuite, ça a été quoi un peu? Donc tu as lancé la plateforme, là, aidott.com, c'est Oui, ça? c'est ça. Euh, Donc en fait, je l'ai monté un peu en parallèle de mes études. C'était un blog initialement. Donc j'avais déjà du trafic, du référencement naturel dessus, etc. Et après, donc on a décidé de vendre des fiches de révision dessus. Parce qu'il y avait déjà des personnes qui le faisaient dans la thématique et je voyais que ça plaisait aux étudiants. Et là récemment, on a fait évoluer en fait le site internet puisque maintenant c'est vraiment une plateforme numérique sur laquelle il y a des cours vidéo, des annales corrigées, un espace membre avec une communauté sur des questions qui peuvent être posées, etc. Donc en fait l'objectif c'est toujours le même, c'est d'aider les étudiants à réussir leur licence et à choisir un métier qui va leur plaire. Et pour ça, on fait évoluer au fur et à mesure, avec nos moyens et les retours des étudiants, la plateforme pour que ça soit le plus efficace possible. Super, top. Merci en tout cas pour cette présentation, mon cher Merci à Raphaël. toi. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou on peut déjà dérouler sur la partie masterclass? Je pense qu'on peut commencer. Top, Ouais. super. Donc alors, l'idée, c'est que il faut qu'on soit hyper concret. Il faut qu'à la fin de cette masterclass, ou en tout cas à la fin de cet échange, que ce soit un employeur ou un salarié, ils se disent, voilà ce sur quoi je dois être vigilant, voilà quels sont les risques que j'encours en cas où je ne respecte pas mes obligations dans le cadre du droit du travail. Et comme évidemment tu as eu à traiter des affaires au cours de ta carrière, eh bien, ce serait hyper intéressant d'avoir des exemples concrets au fur et à mesure de cet échange. Alors, commençons par le début. Donc, avant qu'un salarié puisse être embauché dans une entreprise, quelles sont les actions ou les zones qu'un employeur doit analyser, sur lesquelles il doit être vigilant pour ne pas se planter déjà dans l'entrée du salarié dans l'entreprise?
Alors juste avant de répondre à la question, j'y tiens un peu de préciser que tout ce que je vais dire en fait dans ce podcast, il pourrait y avoir des professionnels parfois, d'autres professionnels qui ne seraient pas nécessairement d'accord avec tout ce que je vais dire, tout simplement parce que les solutions ne sont pas toujours mathématiques. En droit du travail, c'est pas toujours précis. La meilleure preuve, c'est que comme je te disais, on a des décisions de juridiction de fond de première instance qui parfois se contredisent. Donc en fait, l'essentiel, c'est d'essayer de raisonner, d'argumenter pour expliquer dans telle situation ce qu'il faut faire. Donc c'est ce que j'essaye de faire, mais comme c'est pas mathématique, pourrait parfois y avoir des professionnels qui penseraient pas exactement comme moi. Tu dis ça Juste parce avant que, de... tu dis ça parce que par exemple, pour une situation donnée ou un cas précis ou un litige précis, il pourrait y avoir deux décisions différentes en fonction de l'interprétation Exactement. que les juristes pourraient avoir sur la situation, c'est ça, sur C'est l'affaire. ça. Alors Ok. évidemment, il y a des cas où il y a pas d'incertitude, où c'est précis parce que parfois voilà, les textes sont clairs, mais parfois, comme il s'agit d'analyser les textes, de regarder les décisions de jurisprudence pour conseiller en fait, que ce soit un salarié ou un employeur, il y a une partie un petit peu déjà d'aléa parce qu'on ne sait pas toujours dans quel sens le juge va statuer. Et puis il y a aussi voilà, d'autres critères que le juridique qui peuvent rentrer en ligne de compte pour prendre une décision. On en parlera peut-être après, mais on ne regarde pas simplement à combien on va être condamné, on peut regarder aussi les conséquences à plus long terme. Ce qu'une décision de condamnation peut entraîner pour une entreprise sur le plan médiatique, par exemple. Il y a le droit pénal qui peut rentrer en ligne de compte, pas simplement le droit du travail, etc. C'est complexe et donc en fait, les solutions parfois peuvent différer d'une personne à l'autre. Je préfère le dire, même si Très la clair. plupart du temps c'est un peu la même chose. Top, Voilà. top. Donc du coup, alors vas-y, on attaque, c'est parti mon cher Raphaël. Donc avant l'embauche, j'ai dû faire un petit tri pour préparer le podcast. J'ai pensé à 4 éléments qui peuvent être assez intéressants. D'abord sur le choix du type de contrat de travail. Ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est de savoir dans quel type de contrat on va devoir puiser pour utiliser en fait la force de travail d'une personne. Parce que c'est ça en fait, on va recruter quelqu'un pour qu'il nous apporte quelque chose qui nous aide économiquement. Et pour ça, c'est pas nécessairement toujours le contrat de travail qui est le plus adapté. C'est ce que le professeur Jean-Emmanuel Ray parle de plusieurs cercles. Il parle du CDI, quand on veut fidéliser, garder quelqu'un pendant longtemps, le garder avec nous. Et en fait, le CDI, le contrat de travail de manière générale, permet d'avoir une plus grande maîtrise du temps de travail de la personne avec laquelle on va travailler. On peut aussi utiliser des contrats précaires, donc les CDD, etc., qui ne répondent pas exactement au même type de besoin, puisque c'est des gens, soit on va prendre un CDD, on va s'en servir comme une période d'essai pour tester un petit peu, soit c'est parce qu'on a un besoin temporaire, etc., qu'on ne compte pas fidéliser la personne avec laquelle on va travailler. Et puis il y a aussi l'externalisation de l'emploi, donc dans certains cas, ça peut être intéressant soit de passer par l'intérim, soit de passer par des contrats commerciaux, des contrats de prestation de services. Ça peut être intéressant pour certains types de prestations de bosser avec des indépendants en fait. Donc la première question à se poser en droit du travail, c'est vraiment là-dessus. C'est en fonction de ses objectifs, est-ce que je puise plutôt dans ce que va me permettre le contrat de travail, le code du travail, ou est-ce que je vais plutôt voir du côté commercial, contrat commercial pour effectuer mes tâches. Exemple, si on fait un contrat de prestation de service, par exemple avec un indépendant, imaginons qu'une entreprise elle a un besoin ponctuel de se dire ah bah voilà, je voudrais développer une stratégie de notoriété sur un blog et donc j'aurais besoin de prendre un copywriter ou un rédacteur qui va me rédiger, je sais pas moi, 10 articles pour pouvoir les intégrer sur le blog. Ça peut être un besoin court terme. En revanche, donc l'employeur pourrait faire appel l'entreprise pourrait faire appel à ce type de prestation. En revanche, s'il se dit ok, cette stratégie de blog, c'est un truc que j'ai envie de mener sur les 5, enfin pas sur les 5, mais sur les 1, 2, 3 ou 5 prochaines années. Alors dans ce cas-là, j'aurais peut-être intérêt à internaliser cette compétence pour finalement avoir un flux qui soit régulier. C'est ça. Ok. Attention, j'ai cru comprendre que on ne peut pas faire appel à de la récurrence d'indépendants si la personne a qu'un seul client pour pas faire du travail déguisé C'est ça. ou il y a ça aussi En sur fait, lequel il faut être vigilant. le gros risque, c'est qu'il ne faut jamais recruter un indépendant pour lui faire faire une tâche qui correspond à un contrat de travail. Quand on recrute un indépendant,
il faut pas que ce soit déguisé. Il faut pas se dire, parce que ce que vont faire certains employeurs un peu malhonnêtes, c'est se dire, l'indépendant, je paye pas les cotisations sociales, donc s'il y a une mission qui me coûte, je sais pas, 3-4 000 euros, c'est 3-4 000 euros. Si on recrute un salarié et qu'on le paye 3-4 000 euros, bah, c'est pas 3-4 000 euros parce qu'il y a tout le droit du travail qui s'applique, il y a les cotisations sociales, les congés payés, etc. Donc c'est un coût beaucoup plus important. Ok. Donc le risque, c'est de recruter des faux indépendants. Donc quand je parle de contrat de prestation de service, il faut bien faire appel à des personnes qui, la plupart du temps, ont plusieurs clients. C'est risqué de travailler avec un indépendant où on est son seul client parce qu'il y a une dépendance économique qui fait qu'on pourrait... c'est pas exactement les critères du contrat de travail, mais les critères du contrat de travail, en fait, principalement, c'est le lien de subordination, avec le pouvoir de contrôle, le pouvoir de sanction, etc. Et donc, si un juge dit, bah voilà, ce contrat de prestation de service, en fait, il correspond à un contrat de travail, dans les faits, dans ce cas-là, ça peut être qualifié et là, ça peut être problématique. Donc, il ne faut pas chercher à déguiser un contrat de travail en contrat de prestation de service. Il faut vraiment chercher à recruter un indépendant, lui laisser une marge de manœuvre sur son temps, pas l'empêcher d'avoir des clients, etc. Donc c'est pour ça que il y a eu pas mal de remue-ménage avec tu sais, les indépendants qui font des livraisons là, comme Oui. Uber, etc. Parce que justement, ils utilisaient cette partie-là pour dire ok, les cocos, nous on n'a aucune protection sociale, on est finalement dépendant de la plateforme parce que sans vous, bah, finalement, on n'est plus rien, quoi. Tu vois? Mm. Il y a ça, et bon, je ne veux pas Ouais. rentrer dans le détail parce qu'il y a vraiment des spécialistes de la question, mais sur ce qui concerne les Deliveroo, etc., c'est qu'en fait, c'est des nouvelles pratiques qui sont arrivées avec le numérique et la définition du contrat de travail n'était pas vraiment adaptée à ces nouvelles formes de travail. Donc, c'est vraiment des nouvelles formes de travail qui sont un petit peu entre deux situations. Ouais, c'est hybride un peu. Voilà. Certains vont dire non, c'est pas du tout hybride. Moi, je considère que c'est pas du tout des indépendants, qu'ils font la même chose que des salariés. Mais on peut pas complètement ignorer que c'est pas exactement comme un travail de salarié. Il y a une indépendance qui est quand même un peu plus accrue. C'est pour ça que c'est à la frontière. Et donc, on a des décisions de requalification avec Deliveroo et Uber, je crois, à cause du fait que justement, c'est un peu entre deux frontières, quoi. C'est vraiment au milieu. D'accord. Et donc c'est là où l'intérêt des juristes, des gens qui vont travailler là-dessus sur la réglementation, eh bien ils vont devoir faire évoluer le droit en fonction de l'évolution de ces nouveaux modes de consommation, de l'évolution économique en C'est fait, ça. en réalité. Ok. Mais c'est assez politique aussi, ça Ouais. implique des choix de politique, de savoir est-ce que... Parce que si du jour au lendemain, par exemple, on décidait que les Deliveroo devaient travailler avec un contrat de travail, ça a des répercussions économiques. Donc on peut être pour, on peut être contre, c'est pas la question, mais c'est vraiment des choix de politique, savoir ce qu'on veut privilégier. Très clair. Donc là, la première partie. Donc, au niveau des 4 éléments que tu viens de me citer, tu m'as dit, regardons quel est le type de contrat de travail que je dois prendre et en fonction donc le type de contrat de travail en fonction de l'objectif que je vais avoir avec ce salarié ou cet indépendant ou la mission qu'en tout cas que je vais lui confier. Top. Deuxième partie du coup. Deuxième élément. Deuxième élément, c'est sur le recrutement, et notamment, donc il y a énormément de règles sur le recrutement, mais notamment sur la question de la discrimination. Ça concerne un peu toutes les entreprises, la discrimination, pour une raison simple, c'est que ça peut être catastrophique d'un point de vue de l'image de la société. On en parlait tout à l'heure, c'est pas nécessairement... Les sanctions juridiques sont importantes aussi pour la discrimination, mais c'est surtout, à mon sens, la sanction médiatique qui est la plus grave. Et je pense que le meilleur exemple à donner, c'est peut-être tiré d'affaires réelles. Et je pense notamment, donc ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, je ne sais même pas si le contentieux est terminé, puisqu'il y a eu beaucoup de recours, etc. C'était une société, je ne sais pas si on peut la citer, Ouais, qui on peut. s'appelle Adecco, qui travaillait notamment avec Garnier. Et ils avaient mis sur leurs documents pour recruter, donc c'était je crois des hôtesses qui allaient procéder à des présentations de produits, de shampoings, etc. Et ils avaient mis sur les documents un sigle qui était bleu, blanc, rouge. Et ça voulait dire, en fait, en tout cas, c'est ce que les associations antiracistes ont prétendu, et je crois qu'il y a eu une condamnation pour ça, que ça voulait dire qu'ils ne voulaient recruter que des blancs pour telle tâche. Donc, non seulement il y a eu des condamnations, alors je crois qu'il y a même eu des condamnations pénales là-dessus, mais surtout, médiatiquement, ça a été, je pense, catastrophique pour cette société qui, j'imagine, a dû perdre des clients. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir quand on recrute. Il faut se renseigner un petit peu, se former un petit peu sur les discriminations, éviter
parce que des motifs de discrimination, il y en a plus d'une vingtaine. Éviter de faire des actes de discrimination parce que ça peut se retourner vraiment contre l'entreprise. C'est quoi, par exemple, comme motif de discrimination? Là, tu dis qu'il y en a une vingtaine. Si tu en arrêtes deux, trois à nous expliciter. Alors, je ne sais plus le terme exact, mais c'est l'ethnie ou la race. Je ne sais plus le mot qui est utilisé Ok. par le Code du travail. Et donc, voilà, ça peut être l'âge aussi. Je ne les ai plus tous en tête, mais il y en a vraiment énormément. Après, ce qu'on connaît, c'est souvent l'âge, le sexe et l'ethnie ou l'origine ethnique, quoi. Ok, trop cool. Ok, enfin trop cool. C'est pas cool. Je crois qu'il y a l'apparence physique aussi. Voilà, donc en fait, il y a énormément de motifs qui peuvent rentrer dedans. Là où il faut être assez vigilant, c'est les motifs les plus importants. On le sait que on va pas pouvoir dire je veux recruter que des noirs, que des blancs, etc. Bon, c'est une discrimination raciale. Il faut vraiment faire attention avec ça parce que c'est une inégalité assez grave et qui est prise au sérieux par les associations, mais aussi par la loi. Donc il faut être vraiment, vraiment vigilant là-dessus pendant le processus de recrutement. Donc moi j'avais noté quelques petits conseils. Déjà c'est d'éviter les politiques générales de discrimination. Donc comme l'avait fait la société ADECO, en tout cas ce qu'on peut penser à la lecture des arrêts. Il faut recruter des RH et s'assurer qu'ils sont bien formés sur ce point-là. Normalement c'est le cas, mais voilà, il faut en tout cas leur assurer des formations régulières là-dessus. Et vérifier la compétence, la fiabilité des cabinets de recrutement avec lesquels on pourrait travailler le cas échéant, même si maintenant, normalement, ils sont OK là-dessus, puisque c'est quand même très important pour eux de faire attention là-dessus. D'ailleurs, j'ai une question qui me vient en tête. Imaginons que tu as un patron vraiment raciste, quoi, tu vois, et qu'il a une équipe RH qui doit forcément recruter des gens dans un secteur spécifique, tu vois, et que la RH, elle n'est pas raciste, tu vois, mais que le patron, il dit, écoute, Coco ou Cocotte, moi, ce que je veux, c'est, par exemple, bleu, blanc, rouge, quoi, tu vois. Est-ce que elle a un devoir d'alerte? Est-ce que elle doit dire, je suis pas d'accord, je peux pas faire ça parce que c'est de la discrimination? Est-ce que sa responsabilité à elle peut être engagée ou pas? Alors oui, alors je ne suis pas spécialiste du droit pénal du travail, mais c'est évident que le salarié peut refuser de commettre des infractions. Donc évidemment que dans ce cas-là, le RH peut refuser parce que en fait, ça revient à commettre un délit. Donc on n'est pas obligé de commettre un délit parce qu'on a un lien de subordination. Tu m'étonnes. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'après, il n'y aura pas des conséquences, que ça ne peut pas mettre en danger sa carrière, etc. Mais il y a quand même une protection là-dessus dans le Code du travail. Mais évidemment, on peut et même, je dirais, on doit refuser parce que le salarié peut engager sa responsabilité pénale après. Donc il faut faire attention avec ça et évidemment qu'il ne faut pas commettre un délit parce que le supérieur hiérarchique l'ordonne. Imagine une boîte de transport, il dit ok, chauffeur routier, tu mets 10 kilos de cannabis dans le camion et puis tu vas ramener ça en Ouais, Italie ou non, en Allemagne. Non, ça se fait non, pas, non. tu vois. Donc c'est dans le même calibre. Évidemment, pour un salarié, on n'a pas envie de bosser pour un patron qui infecte, quoi. Tu vois, en tout C'est cas, ça. dans une certaine partie de sa personnalité. Bref, j'ai juste imaginé une situation comme ça parce que j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà vu ça et moi ça m'a assez choqué, tu vois. Et donc c'est pour ça que je voulais te poser la question. Top. Je t'ai coupé et je me rappelle plus c'était quoi le truc, mais tu dois avoir le fil, Euh, toi. On était en train de... Voilà, on parlait des recrutements discrimination, Yes. voilà. Et la sanction, donc pour moi, en fait, c'est plus le bad buzz qui est le plus risqué, même si, encore une fois, il y a des sanctions pénales, les sanctions juridiques sont très importantes aussi, mais il faut pas négliger le bad buzz qui est autour. Même, bon, ça n'a pas vraiment de rapport, c'était pas des discriminations, mais je sais pas si tu te rappelles c'était le slip français, ils ont fait un bad buzz là-dessus. Ah oui, je me rappelle Avec très bien. c'était des Sur- filles qui avaient fait un blackface, voilà, qui s'étaient déguisées en noir en poussant des cris de singe. C'est une affaire qui les suit encore maintenant, Ouais, c'est etc. clair, je me Donc rappelle. ça c'est des bad buzz. En fait, c'est pas une histoire de combien ça va coûter dans un procès, c'est plus quelles vont être les répercussions sur l'image de l'entreprise. Et un juriste doit penser à ça. Il doit pas simplement. Je crois que le professeur Jean-Emmanuel Rey a une formule, il dit que on veut pas d'un étudiant en droit avec une tête en forme de code civil, je crois que c'est ce qu'il dit. Ce qu'il faut, c'est voir un peu plus loin que simplement les textes.
Trop cool. Ok. Et c'est vrai que franchement, tu as complètement raison parce que je me rappelle de cette histoire du slip français à l'époque. Et c'est vrai que quand il y avait beaucoup d'activités sur LinkedIn, alors je sais pas, je suis plus cette boîte depuis, mais je me souviens de cette distorsion. Et c'est vrai que quand tu vois, toi, d'un point de vue personnel, tu analyses ça, tu te dis, ah ouais, purée, c'est claqué là ce qui est en train de se passer, tu vois. Et donc, quand ça te touche, toi, personnellement, tu te dis, bah, ça te véhicule pas une image positive en fait. Et c'est vrai, tu as raison. Et peut-être bah, que la personne elle soit sanctionnée ou pas, d'un point de vue légal, bon, ça c'est important parce que si tu fais des choses qui sont pas ouf, bah, il faut être sanctionné, c'est normal. Mais c'est vrai que même ça peut avoir un gros impact économique après, parce que tu dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter une boîte où il y a des choses comme ça qui sont véhiculées, sachant que quand même, si on va pousser la chose un peu plus loin, et c'est là où tu as raison, c'est que il y a une personne qui fait quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec ce que la personne fait, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que de mémoire, je pense qu'il y avait des communications qui avaient été faites en ce sens où, évidemment, naturellement, la direction du slip français n'était pas d'accord avec ce genre de truc et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas le truc, mais en tout cas, je comprends vraiment l'histoire du bad buzz et l'impact économique que ça peut avoir et sur l'image de marque d'une boîte. Très cool. Je parle de ça, mais ce serait la même chose, même si ça n'avait pas été une illégalité. Ce que je veux dire, c'est que le bad buzz, c'est pour ça qu'il ne faut pas simplement regarder les sanctions juridiques. Il faut regarder, est-ce que pour l'image de la société, ça va, oui ou non, causer un préjudice à l'entreprise. Et parfois, tu as des... Alors, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais tu vois, toutes les entreprises qui essayent un petit peu d'avoir une bonne image du point de vue de l'environnement, etc., elles ne le font pas nécessairement parce que la loi les y pousse, mais parce que ça leur donne une image agréable. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas simplement regarder le juridique pour les sanctions, mais regarder voilà, ce que ça apporte d'un point de vue médiatique. Après, je te dis ça, je pense que c'est plus pour les grosses sociétés. Oui, bien sûr. Mais bon, il pourrait y avoir des bad buzz avec des petites sociétés aussi, tu vois, ceux qui ressortent dans la presse. Donc, il faut faire attention à ça. Ouais, et c'est hyper vertueux ce que tu dis parce que tu vois, en fait, quelque part, le droit te permet d'être conforme à des règles. Donc ça, c'est très bien parce que ça te permet d'être carré, d'avoir des process, d'avoir des règles qui sont communes, quelque chose qui soit normalement équitable, juste. Et en réalité, ça permet de toi travailler ta marque employeur et la qualité de la relation que tu peux avoir avec tes collaborateurs, parce que dans une boîte, les collabs, c'est vraiment une force de travail qui fait aussi la réussite de Mm. l'entreprise, tu vois. Et donc, bien les traiter d'un point de vue juridique et aller un peu plus loin, parce que tu vois, dans le monde des startups aujourd'hui, on le voit aussi beaucoup, qu'il y a un gros impact qui est mis dans l'expérience des salariés, et notamment dans la filière compta-gestion. Tu vois, je sais que c'est une filière qui est assez en tension, où il y a aussi les étudiants n'ont pas toujours envie de y aller parce qu'ils sont aussi déçus de ce qu'ils peuvent rencontrer. Par contre, les cabinets d'expertise comptable ou les boîtes qui veillent à la bonne expérience collab, ils arrivent à fidéliser, ils arrivent à engager leurs collaborateurs et du coup, c'est vraiment vertueux. Donc, Mm. le droit aussi, là, dans ce qu'on est en train de dire ensemble, le droit aussi, il est vecteur d'une bonne réussite économique, tu vois. Mais c'est bien de le dire parce que, évidemment, ça paraît naturel, mais de le dire comme ça, je trouve que c'est vertueux. Top. Merci, mon cher Raphaël. Continuons. J'avais noté aussi un... Donc évidemment, hein, j'ai sélectionné, il y aurait plein de choses à dire, j'ai sélectionné pour parler de certains sujets. Il y a aussi une question qui peut être importante, c'est sur l'aménagement du temps de travail, c'est-à-dire un employeur qui vient vous voir pour rédiger un contrat de travail et qui vous demande en fait, la question qui revient souvent, c'est comment je peux faire pour pas payer d'heures supplémentaires. Ce que je te disais en off, mais cette question ne doit pas être mal interprétée. La plupart du temps, ce qu'elle signifie, c'est pas je n'ai pas envie de payer des heures supplémentaires, c'est je souhaite recruter un salarié qui va vraisemblablement avoir une certaine autonomie avec des tâches assez importantes et on ne peut pas se contenter d'un 35 heures. Parce que parfois ça va déborder, parfois il ira chez le client, etc. On ne peut pas comptabiliser le temps de travail de cette manière-là précisément. Et donc là, sur l'aménagement du temps de travail, lorsqu'un employeur souhaite mettre en place un contrat de travail, il va aller voir un avocat. L'avocat, son rôle, en corrélation avec l'expert comptable, c'est de voir ce qui va être le plus adapté pour l'employeur. Et donc là, on va pouvoir, par exemple, choisir entre un forfait jour ou alors un salarié aux 35 heures qui va pouvoir peut-être avoir un forfait en heures sur l'année. Tout ça, il y a des conditions, il faut qu'il y ait une convention collective, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ça, c'est... si tu veux, il y a des règles en fait pour mettre en place un forfait jour ou un forfait en heures sur l'année. Et ces règles-là, il ne suffit pas en tant que juriste de les connaître par cœur.
c'est important parce qu'il ne faut pas que ça puisse être mis en cause par la suite, mais il va falloir essayer surtout de conseiller son client pour voir ce qui correspond le plus à ce qu'il souhaite faire réaliser comme tâche à son salarié. Et le forfait jour, de ce point de vue-là, peut présenter un intérêt certain, un intérêt important, parce qu'on sort du décompte en heures. C'est réservé aux salariés qui ont une certaine autonomie. Si la convention collective le prévoit, soit la convention collective de branche, soit dans ce cas-là un accord d'entreprise, on peut mettre en place un forfait en jour. Et voilà, en l'occurrence, pour certains employeurs, c'est important. Donc il faut aller voir un avocat qui connaît avant, ou en tout cas se renseigner là-dessus pour savoir comment je vais aménager le temps de travail de mon salarié. C'est vraiment une question à réfléchir en amont et qui dépend de la fonction du salarié la plupart du temps. J'ai un retour d'expérience à faire là-dessus, parce que moi, quand j'ai embauché, quand j'ai embauché un salarié, je me rappelle avoir fait appel justement à un avocat en droit social pour qu'il puisse le rédiger, et c'était hyper cool parce que en réalité, il te fait un contrat qui est sur mesure par rapport aux besoins, quoi. Et donc, et après, quand tu lis le contrat, tu te dis, ah, purée, c'est vraiment calibré, c'est précis, chacun est sécurisé. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça a de la valeur parce que ça te permet vraiment de partir sur une relation qui est saine, sur mesure, en fonction de la personne que tu vas embaucher. Mm. Top. Donc toi, en fait, non pas parce que tu viens du sérail, du monde du droit social, que tu vas dire à des entreprises, faites-vous conseiller et accompagner dans la rédaction. C'est vraiment parce que ça a une valeur qui permet de sécuriser la boîte. Oui. Après, bon, je peux être nuancé parce que je sais qu'il y a des avocats, par exemple, qui détestent toutes les startups, tu sais, de rédaction de contrats en ligne. Donc, je sais pas, je peux les citer, mais tu vois, bon, les Captain Contrat, Legal Start, etc. Je suis un peu plus nuancé avec ça parce que je pense qu'ils ont vraiment apporté une certaine automatisation qui est appréciable parce qu'il y a des avocats qui travaillent encore à l'ancienne, qui prennent le modèle, qui font des copier-coller documents Word, alors qu'on peut l'automatiser. Mais à mon sens, même si cette automatisation est souhaitable, il faut qu'elle soit accompagnée par un avocat parce qu'on n'a pas encore trouvé, à mon avis, selon moi, le moyen d'automatiser la phase en amont de réflexion de l'avocat qui va réfléchir et étudier ce qui correspond le mieux au client, et le contrat, de toute façon, va devoir être relu, vérifié, etc. Après, bon, j'ai pas utilisé ces plateformes-là, donc je peux pas Moi, en je l'ai parler. utilisé. Moi, Tu je l'as l'ai utilisé, utilisé? ouais, je l'ai utilisé plein de fois. Enfin, plein de fois, quelques fois. Et il y a certaines fois, j'étais très. Bah, d'ailleurs, à la limite, cet avocat en droit social, c'est grâce à Captain Contrat que je l'avais trouvé. Et Ok. vraiment, il vraiment été top. Après, j'ai des expériences aussi par le passé qui étaient bonnes quand même. Non, moi, j'ai une bonne expérience avec Legal Star, j'ai jamais utilisé. Je connais le modèle, mais Captain Contrat, en tout cas, pour l'expérience que moi j'ai eue, je trouvais que c'était pas mal. Ok. Mais bon, à mon sens, pour moi, il faut quand même un regard d'avocat à Bien côté. sûr. Après, je comprends, ils ont tellement en fait divisé le coût de ces contrats, et je pense qu'il y a eu des abus aussi de la part de certains avocats. Je ne sais pas combien ça coûte la rédaction d'un contrat sur Captain Contrat, mais c'est beaucoup moins cher. Mais il faut faire attention parce que ça peut coûter beaucoup plus cher s'il y a une erreur en amont au moment de cette réflexion-là. Si on se trompe entre le forfait jour ou le forfait heure, etc., ou que la convention collective n'est pas suffisamment étudiée pour savoir si on a vraiment droit, si ça présente un risque, etc., ça peut être problématique. Après, je crois maintenant que ces startups-là, c'est même plus des startups, en fait, c'est des entreprises maintenant, mais travaillent avec des avocats justement pour la relecture des contrats. Mm. Donc, s'il y a ça, à la limite, moi, ça me paraît cohérent. Yes, cool. Top. J'arrête pas de te couper, je suis super relou, mais Non, t'inquiète. c'est trop bien. C'est bien. Donc vas-y, dis-moi, continue. Voilà. Donc là, on parlait du forfait en jour en fait. On était sur le forfait en jour. Forfait en jour. Ouais, donc fallait se prémunir. Donc ouais, ok, non, ça me paraît clair. Donc voilà, après, si on parle juste, il y a tellement à dire en fait sur le temps de travail. Le temps de travail, tu sais, c'est une spécialité dans la spécialité. Il y a des spécialistes du temps de travail en droit du travail. C'est extrêmement complexe. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. J'avais un chargé de TD, monsieur Pagani, qui nous expliquait, qui nous disait c'est normal si sur la partie sur le temps de travail vous comprenez rien, parce que c'est trop compliqué en fait. Le temps de travail, c'est vraiment une spécialité dans la spécialité. C'est normal de se sentir perdu. Donc il y aurait énormément à dire là-dessus. Mais juste pour le forfait jour, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à condition que la mise en place soit légale, après il va y avoir des obligations qui vont s'imposer à l'employeur sur le suivi du temps de travail du salarié. Il y a des obligations, notamment des entretiens pour vérifier, pour discuter avec le salarié, s'assurer qu'il a une durée de travail qui n'est pas déraisonnable. Le salarié va devoir remplir aussi des documents pour suivre sa charge de travail, etc. Donc il y a quand même des obligations après de suivi pour vérifier, même si on a quitté le décompte du temps de travail en heures, qu'il n'y a pas d'abus, qu'il n'y a pas de dépassement d'une durée raisonnable de travail. Ok. Voilà.
Top, top, super. Oui, parce qu'après, au niveau de l'aménagement, forcément, tu as les 35 heures, tu as les heures supplémentaires, tu as les contrats à temps partiel. On pourrait faire, T'as, t'as- t'as des saisonnalités. Bon, bref, tu as plein de trucs. C'est vrai que. Même même c'est une chance hein, pour ne pas payer les heures supplémentaires. À un moment, j'aimais bien en droit du travail lire des livres de syndicalistes parce que ça te donne un point de vue complètement différent je sais pas si tu vas lire le magazine du Medef ou j'en sais rien, mais les syndicalistes en fait expliquent souvent comment la législation permet aux employeurs de contourner. Et c'est très intéressant parce que ça permet, parfois c'est excessif, mais parfois ça donne vraiment une vision et c'est une chance de réfléchir à comment faire en sorte de payer moins d'heures supplémentaires ou moins de majoration, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de mécanismes, tellement de systèmes, etc., qu'on peut jongler un peu entre tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment une chance et il y aurait beaucoup à dire là-dessus, quoi. Dac, trop cool, super. Quatrième point, donc on avait parlé du type de contrat. Attention dans la partie recrutement à, à la discrimination. Là, sur l'aménagement du temps de travail. Et donc, quatrième point, mon cher ami. Quatrième point, donc, qui n'en est presque pas vraiment un parce que tout le monde le sait, mais c'est la déclaration préalable à l'embauche. Alors ça, c'est plutôt pour les petites structures, parce que quand je travaillais à l'URSSAF, je l'ai beaucoup vu. C'est les personnes, donc, notamment dans la restauration. On va recruter des personnes pour un petit délai et on se dit, bon, je vais quand même pas faire une déclaration préalable à l'embauche soit pour un petit délai ou alors je le ferai ce soir alors que le salarié a commencé à travailler le matin ou 2 jours avant. Il faut faire très attention à ça parce que ça peut coûter extrêmement cher à l'entreprise. En fait, c'est une situation de travail dissimulée. Et en cas de contrôle URSSAF, ça peut être catastrophique. Donc, toujours penser, cette déclaration préalable à l'embauche, elle intervient toujours au maximum la veille. Je crois que ça commence 8 jours avant. Je crois que c'est les délais entre 8 jours et la veille. Donc, il faut vraiment, vraiment toujours le faire. Le contrôleur URSSAF, quand il débarque dans l'entreprise, la première chose qu'il regarde, c'est les déclarations préalables à l'embauche, le registre unique du personnel. Et s'il constate que la déclaration préalable à l'embauche n'a pas été faite pour le salarié qui constate qu'il est en train de travailler, c'est catastrophique pour l'employeur. Super. Merci, mon cher Raphaël, pour cette partie-là. Maintenant, passons pour la partie, une fois que le salarié est embauché, dans la vie de l'entreprise, au cours du mariage, quelles sont les choses sur lesquelles chaque partie doivent être vigilantes? Alors là encore, j'ai dû faire un choix parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais à mon sens, il faut partir de quels sont les risques juridiques. Moi, j'en ai noté 3, sûrement plus, mais pour ce qui nous concerne, en droit du travail, on a le risque pénal. Donc là, c'est tout ce qui va concerner un petit peu le droit pénal du travail. Je pense qu'on va un peu l'évacuer parce que c'est vraiment pas ma spécialité. Comme je te disais, c'est le droit pénal du travail, c'est encore presque une matière dans la matière. Donc je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas vraiment. On a le risque en droit du travail et on a le risque aussi URSSAF. Évidemment, ce n'est pas la seule chose. On peut avoir... il y avait aussi des dossiers, donc, par exemple, qui vont concerner les accidents du travail, qui peuvent aller devant le pôle... excusez-moi, j'ai perdu le terme. Le tribunal judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire, qui peut concerner voilà, les accidents du travail, le taux d'incapacité, etc. Voilà, il y a plein de contentieux possibles, mais moi, à mon sens, c'est le risque en droit du travail et le risque URSSAF, où il faut vraiment faire attention en tant qu'employeur. C'est ce dont on peut parler si tu veux. Good, c'est parti. Donc pour le risque en droit du travail. Attends, juste avant, pour Ouais. introduire, on va pas parler du risque pénal, mais juste pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça pourrait être quoi un risque pénal en fait? Ça pourrait être quelle typologie d'affaires ou ça pourrait être à cause de quoi on serait dans cette case-là? Par exemple, on en parlait tout à l'heure pour la discrimination. Si c'est des cas de discrimination particulièrement graves, la discrimination est punie à la fois par le code du travail et par le code pénal. Je crois même que tu as des sanctions pénales qui sont connues et qui sont comprises dans le code du travail, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, il y a des comportements qui sont à la fois appréhendés par le droit du travail et à la fois appréhendés par le droit pénal. Très clair. Donc il faut faire attention là-dessus. C'est pour ça qu'il y a une matière qui s'appelle le droit pénal du travail qui est étudiée aussi. Et voilà, qui peut entraîner la responsabilité pénale soit de l'employeur, soit le cas échéant des supérieurs hiérarchiques également. Ok, très clair, super. Donc passons sur le Ou des risque. salariés même. Yes. Donc passons sur le risque du droit du travail. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous vulgariser un peu ce concept? Alors, pour moi, pour voir un petit peu le risque en droit du travail, il faut partir des demandes prud'homales.
C'est-à-dire essayer de voir un petit peu ce qui revient le plus souvent devant le Conseil des prud'hommes. Évidemment, les demandes, c'est difficile de les classer. Là, on est toujours obligé de faire un choix. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que j'ai noté 3 demandes principales ici, vraiment pour synthétiser, pour résumer. D'abord, les demandes qui ont trait à la contestation du licenciement. Mhm. Donc, le risque, ça va être le motif de licenciement ou la manière de licencier de l'employeur. Il va falloir s'assurer que le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse et que le licenciement en fait est fondé. On a tout ce qui est lié, donc si le licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse, on va pouvoir demander des indemnités derrière. Donc ça, c'est un premier risque. Ensuite, on a un deuxième risque qui est lié à tout ce qui va être rappel de salaire, notamment les rappels d'heures supplémentaires. Donc par exemple, un employeur qui ne paye pas des heures supplémentaires depuis X temps. C'est aussi, donc ce dont on parlait avant, un salarié qui est au forfait jour et la convention de forfait jour n'est pas valable. On dit que la convention de forfait jour, elle tombe, la convention individuelle de forfait jour. Ou alors l'accord collectif sur lequel est fondé le forfait jour n'est pas valable. Ça, c'est des contentieux aussi qui sont fréquents. Ça peut être catastrophique parce que le salarié va pouvoir demander, dans les limites de la prescription, un rappel d'heures supplémentaires. On va faire comme si en fait, le salarié avait été aux 35 heures. Donc ça peut se chiffrer à des montants assez importants. Après, ça peut être des primes non payées. On a aussi, pour ce rappel de salaire, les reclassifications conventionnelles. C'est assez fréquent, c'est-à-dire un salarié qui effectue des tâches d'un niveau supérieur à la classification qui lui a été attribuée par une convention collective. En fait, on ne lui a pas donné le bon niveau de responsabilité. Et comme au niveau de responsabilité correspond un salaire, ça peut être problématique parce qu'en fait, l'employeur aurait dû payer, aurait dû verser un salaire supérieur au salarié. Et puis, on a aussi tout ce qui a trait au harcèlement moral et à la discrimination. C'est souvent invoqué, rarement reconnu, mais souvent invoqué. Et en fait, de manière générale, depuis qu'on a les barèmes Macron, comme on est enfermé dans des montants qui dépendent de l'ancienneté du salarié et de son salaire, les avocats ont tendance à se reporter sur les demandes qui ont trait à l'exécution du contrat de travail et aussi à invoquer le harcèlement moral ou la discrimination lorsqu'il existe, évidemment, pour passer outre ces barèmes et pouvoir demander des indemnisations plus importantes. Ok, très clair. On entend parler beaucoup de l'équilibre vie pro, vie perso. On a l'impression, en tout cas, ça peut être l'image qu'on peut ressentir sur les réseaux sociaux. En tout cas, si on prend un réseau social comme LinkedIn, par exemple, qui est vraiment un réseau social professionnel, où il y a beaucoup de personnes qui parlent de leur vie au travail, de burn-out, d'harcèlement moral. Ça, c'est des choses qui sont un peu difficiles parce que c'est comme si on va exiger toujours plus des salariés. Comment les employeurs, eux, doivent faire pour se prémunir, pour faire vivre une vie salariale qui soit équilibrée pour leurs salariés, d'un point de vue juridique ou peut-être d'un point de vue pratique? Je ne sais pas si ma question est claire ou pas. Oui. Donc pour ce qui concerne un petit peu donc le risque de harcèlement moral, c'est un peu ça, faire en sorte d'éviter les situations de harcèlement ou de discrimination. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'employeur a une obligation de prévention. Il a une obligation de traitement, il doit faire en sorte qu'une fois qu'un harcèlement se caractérise, il doit le faire cesser, mais aussi doit empêcher les situations de harcèlement. Donc à mon sens, le plus important, c'est en amont de faire des formations, déjà. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors il y a une vidéo, pour ceux qui veulent en savoir plus, sur le harcèlement moral du professeur Yannick Panière, qui est sur YouTube, sur le harcèlement moral, où il part vraiment du texte du harcèlement moral. Donc ce sont des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. J'ai plus la fin de la phrase, mais il part vraiment de ce texte-là en expliquant ce que c'est qu'une situation de harcèlement. Et ce dont on se rend compte avec le harcèlement la plupart du temps, c'est qu'il y a le harcèlement évident, le harcèlement donc, qui a pour objet une dégradation des conditions de travail, mais il y a aussi le harcèlement, c'est dans la définition, qui a pour effet une dégradation des conditions de travail. Et ça, c'est le harcèlement en fait qui n'est pas nécessairement voulu, qui n'est pas souhaité. Et à mon sens, c'est le plus gros risque pour les entreprises, c'est ces formes de harcèlement qui peuvent être exercées notamment par des managers ou par entre collègues, c'est possible aussi, puisque le harcèlement hiérarchique ou le vertical ou le harcèlement horizontal, les deux sont prohibés. Mais il faut expliquer, former
les salariés pour leur expliquer ce que c'est qu'un harcèlement. Ce que c'est qu'un harcèlement moral, un harcèlement sexuel, ce que c'est qu'une discrimination. Parce que parfois, et même souvent, les salariés n'en ont pas toujours conscience. Donc pour moi, ça passe notamment par des formations qui doivent impérativement être assurées. Déjà, ça permet à l'entreprise de montrer qu'elle met en place des actions de prévention, et aussi parce que ça permet d'éviter des situations de harcèlement qui, à mon sens, sont souvent issues d'une méconnaissance en fait, des textes, quoi. Est-ce que tu aurais des exemples à donner, du coup? Alors j'ai un exemple. Moi-même, quand j'étais en stage en entreprise, on avait des managers donc, qui étaient répartis un peu partout en France et qui faisaient souvent des soirées un peu alcoolisées. Et donc il y avait des hommes, des femmes, etc., qui se retrouvaient alcoolisés. Et donc il fallait faire très attention à ça, parce que à l'occasion de ces soirées, il peut y avoir des couples qui se forment, mais il y a aussi des dragues qui peuvent être un peu lourdes, des blagues. Ça peut être le nouveau commercial qui arrive, voilà, qui est victime un peu des moqueries, etc. Ça arrive. Et parfois, les personnes n'ont pas vraiment conscience que dans le cadre du travail, c'est pas exactement comme en dehors du cadre du travail. Déjà parce que si on a un lien hiérarchique entre deux personnes, bah, c'est pas vécu de la même manière. On peut pas faire des blagues de la même manière ou se moquer de la même manière pour quelqu'un qui est subordonné, parce qu'on sait qu'il peut pas répondre de la même manière. Et puis aussi parce que y a le risque de l'épée de Damoclès du harcèlement moral qui est un peu au-dessus, non seulement du manager, mais aussi de l'entreprise. Donc il faut les former à l'occasion d'événements comme ça. Il peut y avoir des situations de harcèlement sexuel, même parfois d'agression sexuelle, même là c'est plus grave, qui résultent tout simplement de la méconnaissance de ce que c'est qu'un harcèlement moral, en fait. Ouais, ça veut dire que tu pourrais avoir un vrai lourd, un vrai blagueur du dimanche là, qui viendrait faire des blagues vraiment potaches, que tu pourrais faire entre copains ou entre amis au bord d'un barbecue. Mais C'est ça. dans le cadre du travail, ça c'est non, quoi. C'est prohibé. Tu vois? Ça dépend quoi, mais oui, c'est risqué. Le mec qui fait des bonnes blagues, en fait, voilà, il faut lui expliquer que dans le cadre du travail, il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention parce que c'est pas interprété de la même manière par tout le monde, et notamment s'il y a une relation verticale entre les deux personnes. Donc ouais, cette personne-là qui peut être très marrante, mettre l'ambiance, etc., il faut lui dire, fais attention quand même à pas aller trop loin, parce que ça peut aboutir à des situations de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral. Alors il y a des gens là qui peuvent me dire, oui, mais un harcèlement moral, un harcèlement sexuel, c'est évident, tu peux pas dire ça, que ça peut résulter d'une simple méconnaissance. Moi, c'est pas ce que j'ai pu constater. Moi, j'ai vraiment pu constater que alors oui, il y a des abus, et s'il y a une situation de harcèlement qui est reconnue, c'est qu'évidemment, il y a eu un abus à un moment ou un autre, mais je pense que ça vient souvent d'un manque de prévention, avec des personnes qui n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Oui, en plus, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que là, on part d'un- d'une situation, je sais pas comment je pourrais le qualifier, mais du juridique ou un fait, c'est comme ça qu'on le qualifie. Euh, mais en vrai, dans la vraie vie, quand on va faire ça, ou quand on va faire une blague un peu potache à quelqu'un, on peut le blesser. Même lui, pour cette personne, bah, on peut la vexer, on peut la mettre mal à l'aise devant tout le monde. Ça se fait pas, tu vois. Donc, je vois bien le résultat final de ce que tu es en train de dire, mais il faut aussi faire attention dans notre comportement. Bon, je suis pas donneur de leçons, hein, je m'en fous un peu. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais je me prétendrai pas à pouvoir donner des leçons. C'est plutôt Mm. ça que je veux dire. Mais quand même, même dans la relation et la bonne entente entre les gens, on peut blaguer, mais faut faire attention avec qui on va blaguer et de la manière dans laquelle on va le faire. Après, c'est ce que disait le professeur Yannick Manière. Elle est vraiment intéressante, sa vidéo, parce qu'il explique qu'il y a un fantasme en fait sur la notion de harcèlement de la part des salariés, qui ont tendance à invoquer le harcèlement pour le moindre fait, et à l'inverse, comment dire, un déni de la part de certains directeurs des ressources humaines, et qu'en fait, c'est pour ça que la notion de harcèlement moral, elle est complexe. Il faut essayer de trouver, en fonction de la définition, qui selon lui est claire, moi je trouve qu'elle est un peu compliquée, mais selon lui est claire, pour voir où est-ce qu'il y a harcèlement moral. Mais donc il faut faire attention entre évidemment la situation où c'est des blagues, etc., et la situation où il y a une vraie situation de harcèlement. Par contre, là où il faut faire attention, c'est qu'on peut pas, et c'est pour ça que c'est rarement reconnu aussi, le harcèlement, il faut vraiment des preuves, ça reste quelque chose de très grave, le harcèlement. Donc évidemment qu'il faut qu'il y ait quand même des éléments de preuve pour prouver une situation de harcèlement.
c'est quand même, même pour un salarié qui est condamné pour harcèlement, ça peut être un peu traumatisant quand on n'a pas eu la volonté de le faire et qu'on se retrouve condamné. Euh, donc il faut faire attention quand même où on place la barrière entre les deux, et ça nécessite, à mon avis, beaucoup d'actions de prévention pour justement éviter qu'il y ait ce genre de situation qui se concrétise. Ok, très clair. Super. Merci Raphaël. Donc tu as dit c'était Yannick Banner, Panière, Panière, avec un P, c'est ça? oui. Ok, Donc, qui est ça marche. professeur, alors je ne sais plus dans quelle université, mais Bon, il écoute, enseignait à Paris 2. si on mettra ça dans les notes de l'épisode pour aller faire C'est justement. vraiment intéressant en plus. Ah, qu'est-ce que le. Ok, je vois. D'accord, ça marche. Je l'ai trouvé. Donc, top. Continuons, mon cher Raphaël. Donc, on a parlé de ça. Ensuite, on avait la partie URSAF. On avait la partie URSAF. Et tu as peut-être autre chose à ajouter? Ouais, juste avant, peut-être donner quelques petits conseils pour les salariés, pour les Ouais, bien employeurs. sûr. Donc, parce que peut-être il y a des salariés qui nous écoutent aussi, Il y en a et beaucoup. peut-être quelques employeurs. Pour les salariés, on me demande souvent qu'est-ce que je peux faire dans ma relation de travail pour faire en sorte de me prémunir, etc. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que la première chose à faire, c'est notamment quand on sent, enfin, on peut le faire tout le temps, mais enregistrer absolument tous ces emails, les garder. Si on estime que, par exemple, on est victime d'une situation de harcèlement, il va bien falloir prouver des preuves, et donc il faut montrer qu'il y a des mails, je sais pas, fais-moi ce dossier, espèce de nul. C'est rarement marqué comme ça dans les mails, mais ça peut arriver, hein. Dans certaines entreprises, des managers justement qui sont mal formés, qui mettent par écrit des choses qui ne devraient pas figurer par écrit. Alors, entre guillemets, la situation de harcèlement, si on est un harceleur, il vaut mieux le faire par oral que par écrit, parce qu'après on a des preuves. Le salarié a une preuve. Donc tout notifier par écrit aussi. Lorsqu'on est salarié, souvent des salariés qui disent oui, tel jour j'ai eu ça, on m'a dit ces mots-là, etc. On m'a mal parlé, on m'a insulté, etc. Lorsqu'il y a une situation comme ça qui se réalise et que la relation de travail commence à se dégrader, moi je conseillerais de noter par écrit ce qui s'est passé. C'est très important, c'est regardé quand même par le juge, mais c'est une preuve qui va émaner du propre salarié, de noter précisément l'heure, la date, et de dire tel jour il s'est passé ces faits-là. Si c'est des faits que vous estimez comme suffisamment importants, il faut les noter. C'est un genre de compte-rendu qui fait qu'au moins on aura des éléments pour dire tel jour, telle heure, il s'est passé tel événement. Très important aussi pour les personnes qui souhaitent contester leur temps de travail, de réaliser des tableaux de suivi de leur temps de travail précis, parce que c'est des éléments qui peuvent être utilisés dans le cadre d'un contentieux ultérieur. Alors ça nécessite d'être rigoureux. Peu de salariés, moi je l'ai jamais fait, hein. Par exemple, je sais pas si tu l'avais déjà fait, mais Jamais. quand même, voilà. Alors là, je pense que j'aurais jamais pu Voilà. dire qu'est-ce que j'ai fait comme job pour un employeur. Ça, c'est clair. Le dire, oui, mais le prouver, non. Après, c'est pas nécessairement le contenu des tâches, mais au moins la durée. Oui, voilà Et la durée en tout cas. La durée, donc ça, voilà, ça peut être très important dans le cadre d'un futur contentieux sur le temps de travail, d'avoir noté les plages horaires, les pauses, etc., pour que ça soit très précis, et c'est des éléments dont les juges vont pouvoir se servir. Et enfin, ça vaut pour le salarié et l'employeur. En cas de contentieux, on en parlait un peu avant, moi je conseille vraiment de s'adresser à un avocat spécialisé en droit du travail et de faire des recherches. Ça vaut le coup de faire quelques recherches avant sur l'avocat, voir est-ce qu'il écrit des articles juridiques, est-ce qu'il a une activité, est-ce qu'il réalise des vidéos. Il y a des avocats maintenant qui font des vidéos aussi sur YouTube. Est-ce que, en fait, dans son image, dans son site internet, dans ce qu'il peut dégager, est-ce que ça montre qu'il est spécialisé en droit du travail? À mon sens, c'est hyper important parce que ça montre qu'il aura une connaissance aussi pratique du sujet, et il sera, à mon sens, plus compétent. Il y a des gens qui vont penser le contraire de moi, mais moi je pense que maintenant on est dans un monde où il vaut mieux être spécialisé dans une matière à la fois. Et côté employeur, rapidement, donc respecter les obligations sur le temps de travail, on en parlait, il y a vraiment des actions à mettre en place là-dessus, notamment pour le forfait jour. Ça, c'est important de le faire parce que c'est des contentieux qui peuvent coûter très cher. Sensibiliser le personnel au harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination, faire des formations de temps en temps là-dessus. Et c'est la même chose, faire appel à un avocat spécialisé lorsqu'il y a un contentieux qui se réalise, parce que ça peut coûter très cher à l'entreprise. Et j'ai quelques petites anecdotes d'avocats qui avaient fait des erreurs, qui se sont réalisées et qui sont très problématiques pour l'entreprise, parce que justement, il n'y a pas eu une recherche approfondie avant de l'avocat. L'avocat a été choisi un peu rapidement comme ça. Et donc, à mon sens, il faut faire attention à ça. On parle aussi beaucoup de tout ce qu'on a dit là. Ce que j'aimerais aborder aussi, c'est quelles sont aussi les obligations
du salarié dans sa relation contractuelle avec son employeur. Tu vois. Euh, Ce serait intéressant aussi de savoir, nous, on est embauché demain en entreprise, qu'est-ce que l'employeur a le droit d'exiger de nous et qu'est-ce que nous, on lui doit à lui, en fait. Tu veux dire dans le cadre de la Ouais, dans le relation de cas de la travail, quelles sont relation de les obligations? travail, ouais. Il y a plusieurs obligations qui s'appliquent aux salariés, mais l'obligation principale, en fait, c'est de mettre à disposition sa force de travail, son temps de travail. Donc, bah déjà, la première obligation, c'est de travailler. C'est pour ça que l'abandon de poste, par exemple, est sanctionné, qu'un un salarié qui arrête de travailler peut faire l'objet d'un licenciement. Euh, on a des obligations de part et d'autre. Ce serait un peu trop long de les Ouais, bien énumérer, sûr. mais voilà, il faut regarder en fonction du cas par cas. Est-ce que là, il y a une violation de telle obligation de la part du salarié ou pas, quoi. Ouais, je vois. Mais, ok, ok, très Ou clair. par exemple, là, le seul exemple que j'ai en tête là maintenant, je parlais d'amendement de poste où ça peut être des retards répétés. Un retard, c'est un manquement à l'obligation d'accomplir la prestation de travail. Ce qui fait que ça peut justifier une sanction disciplinaire. Donc, oui, évidemment, il y a des obligations des deux côtés. Si on prend un exemple d'un salarié qui est au forfait jour, lui, du coup, il n'est pas soumis à la réglementation du temps de travail. Alors, il est soumis seulement à une partie. D'accord. Il va être soumis au temps de repos, mais il n'est pas soumis aux durées maximales de travail. Ok. Ce qui fait que ça a posé problème en jurisprudence, parce que, notamment au niveau du droit européen, parce que en fait, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a certains auteurs qui avaient calculé que théoriquement, quand on n'était pas soumis aux durées maximales de travail et simplement aux durées de repos, on pouvait travailler jusqu'à, je sais plus, 70 heures, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas le chiffre exact, donc je vais pas dire de Ok. bêtises, mais c'était énorme. C'est pour ça qu'en fait la condition, c'est d'assurer une durée raisonnable de travail. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des obligations qui sont prévues par le Code du travail, avec des entretiens annuels, un suivi du temps de travail qui doit être réalisé par le salarié, des papiers qui doivent être remis sur le droit à la déconnexion, etc. Donc il y a quand même, pour éviter un contentieux, des obligations à respecter. Après, le forfait jour, évidemment, il faut faire attention, parce qu'il y a un risque, là-dessus, il peut y avoir des pratiques qui vont conduire le salarié à travailler beaucoup trop et à dépasser la durée raisonnable de travail, en fait. Du coup, c'est aussi. Alors, je sais pas, hein, mais j'imagine que ce format de relation contractuelle entre un employeur et un salarié est de plus en plus commun, le forfait jour. Parce Mm. que là, c'est un peu pour casser toutes les barrières et puis on y va et en gros, on fait un peu. Pas on fait comme on veut, mais ça permet aussi d'avoir une grande souplesse pour l'employeur. Pour le salarié, peut-être un peu moins, ou peut-être qu'on va lui vendre la souplesse, tu vois, j'en sais rien. Mais je vois un peu l'idée. Bah, moi, c'est sûr que. Alors, j'ai pas les statistiques, donc ça n'engage que moi ce que je dis. Mais quand on a des gens qui nous disent oui, en France, il y a les 35 heures. Alors, oui, c'est la durée légale du travail. Quand on travaille avec quand on va décompter le temps de travail en heures. Mais à mon sens, maintenant, les 35 heures, ça reste quand même. J'ai pas les statistiques, hein, mais ça reste quand même, j'imagine, assez faible en termes de statistiques parce que il y a le fait qu'on ait une durée légale à 35 heures, ça n'empêche pas de travailler aux 39 heures. Ça n'a pas de rapport. C'est simplement que c'est la durée légale du travail pour calculer en fait le salaire. Mais il y a plein de salariés qui sont en 39 heures, 37 heures, etc. Et puis il y a énormément de salariés au forfait en jour. Donc ouais, je pense qu'il y a énormément de dispositifs, de mécanismes qui permettent à un employeur de faire travailler le salarié à plus que 35 heures. Super, ça marche. Merci Raphaël pour tout Mais ça. encore une fois, j'ai pas les statistiques, donc peut-être qu'on va me dire le contraire. Il faudrait peut-être regarder ça plus en détail. Ouais, bien sûr, ok. Cool. Du coup, mon cher Raphaël, passons à la partie du divorce, où là, on se dit, ok, Coco, cocotte, mon cher ami employeur, mon cher ami salarié, ciao, bon dimanche. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça? Quelles sont les obligations? Quelles sont les choses sur lesquelles, côté employeur et côté salarié, on doit être vigilant? Please. Alors sur la rupture du contrat de travail. Donc la rupture du contrat de travail, c'est à mon sens fondamental parce que il y a énormément de contentieux qui naissent là-dessus. Tout ce dont je te parlais sur les demandes qui ont trait à l'exécution du contrat de travail, généralement en fait le salarié, moi c'est ce que j'ai pu constater. Il y a un désir presque de vengeance dans un procès devant le Conseil des prud'hommes. C'est généralement des relations qui se sont mal passées. S'il y a eu licenciement, c'est qu'il y a une rancœur de part et d'autre. Et donc à l'occasion de ce procès-là, l'avocat va formuler des demandes qui vont porter sur l'exécution du contrat de travail, parce que c'est un moyen d'augmenter le montant des demandes. Et après, il faut que les demandes soient fondées, évidemment, hein. En même temps,
qu'il va contester la rupture du contrat de travail. Donc principalement, pour contester la rupture du contrat de travail, là on parle du CDI hein, évidemment, on va pouvoir dire que le licenciement est irrégulier. Donc c'est une règle de procédure qui n'a pas été respectée. Les montants sont assez faibles. Ça peut être aussi contester la cause réelle et sérieuse du licenciement, on va dire. Alors, Oui. licenciement irrégulier, ça veut dire qu'on n'aurait pas à respecter les process, par exemple, C'est ça. l'entretien préalable au Ouais, licenciement. ou les délais de la lettre de convocation, entretien préalable, ce genre d'éléments. En fait, Toutes les règles de procédure. le diable se cache dans les détails, quoi. Tu vois Un petit peu. Ouais, ok. Mais bon, franchement, depuis les ordonnances Macron, c'est devenu compliqué en cas de licenciement irrégulier. Les montants ne sont pas vraiment dissuasifs, je trouve. Ça n'engage que moi encore. Pour l'employeur, les qui ont trait à l'irrégularité du licenciement, c'est quand même assez faible. Je crois, si je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un mois de salaire maximum. Ok, top. Tu parlais, alors aussi, avant de continuer sur la suite, on parlait des motifs de licenciement. Tu vois, tu parlais de cause réelle et sérieuse, irrégulier, c'est ça? Alors, irrégulier, c'est ce qui concerne la procédure. Ok, Alors, un licenciement peut être irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. ok. Quand on dit qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ça veut dire qu'il n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. En fait, si tu veux, le Code du travail nous dit que les licenciements doivent avoir une cause réelle et sérieuse, aussi bien pour le licenciement pour motif individuel que le licenciement pour motif économique. Mhm. Mais le Code du travail ne définit pas ce que c'est que la cause réelle et sérieuse. Ouais, c'est Voilà. c'est ça que j'allais te dire en fait. Donc c'est aussi un peu difficile dans l'interprétation qu'on peut y apporter. Moi, je me rappelle, j'avais un copain quand on était à l'école. Toujours, on utilisait ce mot cause réelle et sérieuse, tu vois. En fait, je sais pas pourquoi je raconte ça et j'ai oublié ce que je voulais dire. Pas. Mais pourquoi pas? À chaque fois qu'on balançait cette phrase pour faire genre qu'on était trop juriste dans les études. Mais ok. Donc ça définit pas précisément, mais en fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui. C'est comme si il y a quelque chose qui s'est nourri, qui permet de justifier le licenciement. Il faut un motif. En fait, le Code du travail dit. C'est l'idée qu'il y a derrière. En fait, la doctrine définit la cause réelle et sérieuse de licenciement. Je n'ai pas la définition exacte, mais la doctrine le définit. Simplement, ce que ça veut dire, c'est que le Code du travail n'autorise pas n'importe quel... On ne peut pas rompre comme on veut un CDI. Il faut derrière qu'il y ait un motif qui vienne nourrir cette rupture. Okay. Donc la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les différents types de licenciements. Donc par exemple, pour un licenciement pour motif individuel, ça va pouvoir être un licenciement disciplinaire, fondé sur une faute simple, une faute grave, une faute lourde, ou ça peut être un licenciement non disciplinaire, par exemple un licenciement pour insuffisance professionnelle. Donc ça veut dire que si je te dis je t'aime pas, je peux pas te virer en fait. Non. Ah voilà, ça marche pas. Ça s'appelle un licenciement pour incompatibilité d'humeur, c'est pas possible. Si tu veux me virer, il va falloir que tu me dises Raphaël, t'es incompétent. Pas que tu me le dises comme ça, mais c'est ça un licenciement pour insuffisance professionnelle, c'est justifier que les tâches pour lesquelles tu m'as recruté et que tu m'as demandé de faire, je suis pas capable de bien les faire. Je les fais mal. Et que tu as essayé de me former, que tu m'as donné les moyens d'accomplir ma tâche. Il y a d'autres conditions pour les licenciements pour insuffisance professionnelle, mais tu vois derrière l'idée, le contrôle du juge pour ce type de licenciement-là, vérifier la cause réelle et sérieuse pour un licenciement pour insuffisance professionnelle, c'est vérifier si mon insuffisance professionnelle m'est seulement imputable à moi, ou déjà si elle existe, ou si c'est parce que tu m'as pas donné les moyens de réaliser les tâches pour lesquelles tu m'as recruté. Ça veut dire que, en gros, dans cette histoire, je vais un peu pousser le vice un peu loin, mais un employeur qui voudrait se débarrasser d'un salarié, il pourrait essayer de monter quelque chose qui permettrait de prouver, ou en tout cas de montrer concrètement que la personne ne tient pas la route, quoi. Mais du coup, par exemple, je me rappelle quand j'étais en cabinet à l'époque, j'ai bossé en cabinet et donc je travaillais dans 2 cabinets en même temps et il y avait un cabinet qui m'avait dit pour mon premier jour, Nicolas, est-ce que tu sais faire une liasse fiscale? Et non, je sais pas faire, j'en ai jamais fait. Bon du coup, tu vas faire une liasse fiscale et il faut que tu la rendes à midi. Moi, j'ai aimé ce challenge-là parce que je savais pas faire et je me suis dit, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Mais imagine, j'avais pas réussi à le faire. Est-ce que lui, il aurait pu me virer pour cette cause-là? Tu vois, parce que c'était pas le deal à la base. Lui, le jour du travail, il me dit, est-ce que tu sais le faire? Non. Et donc, si j'avais pas réussi à le faire, qu'est-ce il aurait pu ou pas? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es là depuis pas longtemps et que l'employeur n'est pas satisfait de ce que tu fais, tu as la période d'essai. Pendant la période d'essai, tu peux rompre le contrat de travail comme tu veux. Là, sans motif. Quand je parle des licenciements, c'est vraiment une fois que le contrat de travail, on dit qu'il est consolidé.
on peut plus rompre sans motif comme on veut. Donc déjà, si tu as dépassé ça, ça veut dire que tu es là depuis une certaine durée. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça, justement, ça fait partie des conditions du contrôle du juge. Mais évidemment que si tu as été recruté pour une tâche où tu es censé savoir faire déjà cette tâche, qu'on te l'a donnée depuis 2-3 fois et qu'à chaque fois, tu n'arrives pas à la faire, le juge va pouvoir se dire, bon, bah là, il y a peut-être une insuffisance. Si c'est la première fois qu'on te donne cette tâche, déjà, si ça ne correspond pas à ta qualification, c'est qu'il n'y a pas insuffisance, on t'a pas recruté pour ça. Si ça correspond à ta qualification, peut-être que le juge, ça dépend du contrôle du juge, mais peut-être qu'en tout cas l'avocat, moi c'est ce que je plaiderais si je devais défendre le salarié, on va pouvoir dire, oui mais là c'était la première fois, on lui a pas expliqué, etc. C'est pas comme si c'était la deuxième fois qu'il n'arrivait pas à le faire. Après tout ça, c'est des éléments factuels qui se discutent Ouais, bien sûr. devant un juge. Très, très clair. Tu sais, quand il y a des gens qui vont postuler, on dira, bah tiens, j'ai un DSCG par exemple. J'ai un diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Master. Mais en fait, c'est pas vrai. Ils l'ont pas, en fait. En vrai. Souvent, l'employeur, quand il va recruter, il peut lui demander le diplôme. Est-ce que le fait de lui demander le diplôme, ça voudrait dire que normalement, étant donné qu'il a le diplôme, il aurait la qualification pour un job d'un niveau master? Alors, je comprends pas exactement la question. Moi non plus, je comprends pas ma question. En fait, regarde. Voilà, je vais être plus clair. T'as un gars ou une fille qui postule dans une boîte. Il n'a pas de master. Ouais. Tu vois, il postule dans un job pour lequel il n'a pas la qualification de l'expérience et Il du a pas le diplôme. diplôme. Exactement. Il dit à l'entreprise, j'ai mon master, t'inquiète, je sais faire, tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. Il est embauché sur cette base-là, tu vois, et en fait, il fait pas du tout l'affaire. Parce que techniquement, il n'a pas le diplôme. Donc, l'employeur, il pourrait dire, bah en fait, t'as pas réussi à atteindre les tâches pour lesquelles on t'a embauché, donc on peut te licencier pour Insuffisance professionnelle. insuffisance professionnelle. Et donc, souvent, il y a des entreprises, ils vont demander la justification du diplôme aux salariés avant qu'ils puissent rentrer à l'intérieur. Mm. Est-ce que le fait de faire ça, c'est une matérialisation de la preuve, comme quoi l'entreprise s'est prémunie contre les qualifications de la personne ou pas? Je ne sais pas si ma question elle est claire En fait, non. Si ta question c'est est-ce que le fait que l'entreprise ait eu le diplôme empêche de licencier pour insuffisance Ouais. professionnelle, c'est non. Parce que après, si c'est la personne, est-ce qu'elle a menti Oui. sur ses qualifications? Là, je crois qu'il y a plusieurs moyens. Si la personne est en période d'essai, moi, ce que je dirais plutôt à un employeur, c'est de rompre la période d'essai s'il s'en rend compte après. Ok. C'est le plus simple. Et quand on rompt une période d'essai, il faut surtout pas donner de motif, en fait. C'est le but de la période d'essai, c'est d'évaluer les aptitudes professionnelles du salarié. Je sais que pour certaines situations comme ça, je crois qu'il y avait eu c'est très rare, mais des demandes d'annulation du contrat de travail en disant que, en fait, il y a un dol, c'est-à-dire qu'il y a eu un mensonge. Alors, je ne sais pas si c'est toujours reconnu en jurisprudence, etc., mais c'est un mensonge, en fait, d'envoyer un faux diplôme. Je pense aussi que ça peut être encore plus grave quand c'est un métier, par exemple, comme le métier d'avocat. Si tu postules parce qu'il y a des avocats qui exercent, par exemple, en salarié aussi. Tu postules pour un CDI en tant qu'avocat alors que tu n'es même pas avocat, là c'est grave, je pense que c'est du pénal, c'est l'exercice illégal de la profession d'avocat. T'as un bac +2, tu vois, en Ouais. commerce international. Et c'est forcément déjà arrivé, hein, mais bon, voilà, je pense que le fait de demander les diplômes, moi je pense que c'est... Alors à voir au niveau des données personnelles, etc., je ne suis pas un professionnel là-dessus, Ouais. mais je pense que demander les diplômes de manière légale, je pense que c'est un bon moyen aussi d'éviter ces situations-là. Ok, très cool. Après, bon, ils peuvent être falsifiés. Voilà, on n'a pas toujours le temps de vérifier la véracité du diplôme, etc. Mais je pense que oui, pour certaines professions où ça demande des compétences particulières, il faut faire attention quand même. Ok, super. Et juste pour revenir sur un point, parce que tu me disais comment on fait en fait pour savoir un peu pour licencier. On avait eu un cas d'une personne, donc, pour reparler je sais pas comment on peut l'appeler, le gros lourd en entreprise qui fait des blagues un peu déplacées. C'était un salarié, en plus il était sympa, mais il s'intégrait mal dans l'équipe parce qu'il faisait des blagues un peu lourdingues. En fait, dans cette équipe, tu avais un manager qui était beau gosse, qui faisait des blagues. Il faisait des blagues, tu vois, c'est là où le harcèlement c'est compliqué. Lui, comme il était marrant, qu'il était beau gosse, ses blagues elles passaient, tu vois. Elles passaient bien et donc ça faisait pas harcèlement du tout. Tout le monde prenait bien ses blagues. Lui, il essayait un peu de ressembler à ce mec-là. De limiter, sauf Et que voilà, ça n'allait pas, quoi. Voilà, ça passait pas. Et
Et l'entreprise, en fait, voulait. Ça posait vraiment problème au sein de la cohésion. Il y avait plusieurs plaintes contre ce mec-là. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on le licencie pour faute, sachant qu'il y avait des éléments parfois qui étaient vraiment borderline, ou tu vois, avec comment dire, en réunion, des blagues dans un contexte professionnel qui n'étaient vraiment pas adaptés, ou alors pour insuffisance professionnelle. Parce que il y avait aussi l'idée de dire, en fait, dans son travail, il n'était pas, il était pas aussi efficace que les autres salariés, et beaucoup pensaient que c'était à cause de ce problème-là de côté en fait plus social, tu vois, qui lui posait des problèmes. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'il valait mieux le licencier pour insuffisance professionnelle ou pour faute? Finalement, on est parti sur l'insuffisance professionnelle parce que on arrivait à justifier que non seulement il y avait un problème dans la manière de réaliser son travail, mais qu'en plus on avait essayé de faire des choses. Son manager lui avait parlé plusieurs fois en lui disant faut que tu arrêtes un peu ces trucs-là en réunion, etc. Il avait continué, il y avait des témoignages, il y avait des comptes rendus, etc. Donc finalement on est parti sur le licenciement pour insuffisance professionnelle et pas sur le licenciement pour faute, malgré le fait qu'on aurait pu relever certaines fautes. Donc il faut réussir à puiser un peu dans les motifs de licenciement en amont pour se dire devant un juge, côté employeur, hein, qu'est-ce qui aurait le plus de chances de fonder le licenciement. Et on pourrait faire un motif double Oui, motif. c'est possible aussi. Ouais. Ok, super. Merci Raphaël. Continuons. Je ne sais pas si on a encore des choses à voir là-dessus. Si tu as des choses à dire. Oui, je pense que oui, on a plein de choses là, non? Ouais, on a encore des choses. On va parler aussi du risque URSAF. Alors peut-être qu'on en parlera à la fin. Et sinon, pour ce qui concerne peut-être le licenciement nul ou Ouais, peut-être un petit point sur le licenciement nul on y va. pour distinguer. On y va, C'est si parti. c'est nul, on y va, ça va être super intéressant. Simplement pour comprendre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la différence. Non mais attends, sache une chose, Ouais. Raphaël, moi je suis en train de surkiffer ce podcast Ah ouais là, tu vois. Pour moi c'est une dinguerie en fait. Je suis un vrai padawan, j'aurais 1000 questions à te poser, mais sinon on va y rester 4 heures là. Mais Ouais, franchement c'est ça va trop saouler les ouf. gens. Donc on va partir S'il y a du... encore des gens qui écoutent, déjà c'est bien. Si vous êtes encore en train d'écouter cette vidéo ou ce podcast, mettez-nous un gros 5 étoiles, un commentaire, faites-nous un big up en disant gros lourd quoi. En commentaire, au moins ce sera la trame de cette vidéo et de ce podcast. Merci en tout cas Raphaël pour tout ce que tu nous apportes. Continuons sur le licenciement nul. Donc le licenciement nul, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a énormément de choses à dire. Simplement pour comprendre la différence entre le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement nul. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation est enfermée dans des barèmes, ce qu'on a appelé les barèmes Macron, qui dépendent à la fois du salaire du salarié et de son ancienneté. Donc si vous avez 2-3 ans d'ancienneté, les dommages et intérêts que vous allez pouvoir demander si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sont faibles. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, si tu souhaites licencier un salarié pour insuffisance professionnelle qui a 2 ans d'ancienneté, tu peux aller voir dans les barèmes et te dire bon bah ça va me coûter tant. C'est ce que le professeur Jean-Emmanuel Ray appelle l'évaluation économique des risques juridiques. Le RH peut faire un tableau Excel en se disant au pire, il saisit le conseil des prud'hommes, ça nous coûtera tant, mais au moins on est débarrassé. C'est un peu cru ce que je dis, mais ça fonctionne comme ça. C'est ça l'évaluation économique des risques juridiques. On a certains cas qui sont tellement graves, tellement importants, qui vont protéger des valeurs considérées comme étant tellement importantes au regard de la loi, qu'on va dire à l'employeur, sur ce coup-là, mon coco, tu ne vas pas pouvoir évaluer économiquement le risque juridique. Là, on va t'en empêcher. L'exemple le plus connu, c'est la discrimination ou le harcèlement. Dans ces cas-là, le licenciement est nul. Et quel est l'avantage pour un salarié du licenciement nul? C'est que ça va permettre au salarié de solliciter sa réintégration dans l'entreprise. Donc là, l'entreprise est bloquée, elle va devoir réintégrer le salarié. Si elle ne le fait pas, elle va pouvoir être condamnée à payer des montants, je crois qu'on appelle ça des... parce que moi j'ai oublié le terme, des condamnations avec astreinte. Donc en fait, elle est forcée de recruter, de réintégrer le salarié. Donc là, le RH ne peut pas dire ça va me coûter tant, en fait, tu es forcé. Et aussi, on va pouvoir sortir de ces barèmes Macron et demander des indemnisations un peu plus importantes. C'est pour ça qu'un salarié qui a une faible ancienneté, mais qui peut arguer d'une situation de harcèlement moral ou de discrimination, va pouvoir récupérer des montants plus importants. Si un salarié a 1 an d'ancienneté ou 2 ans d'ancienneté et qui souhaite contester son licenciement, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, globalement, un avocat qui le reçoit va lui dire si tu n'as pas d'autres demandes plus importantes, bah, tu vas devoir payer un avocat environ 2 500 € pour la procédure.
tu vas peut-être y passer 2 ans, etc. Et tu vas peut-être récupérer, je sais pas, 3 000 euros. Bon, ça vaut pas le coup. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Les cas de nullité permettent de sortir des barèmes Macron. Et c'est beaucoup plus grave pour l'employeur en termes d'indemnité, mais aussi en termes de réintégration. Alors des cas de nullité, il y en a plein. Mais voilà, les plus importants, harcèlement, discrimination, peut-être aussi les salariés protégés, tu sais, où ça peut Délégué entraîner du la... personnel, C'est ça. etc. Ok. Euh, ok, très clair. J'avais une question qui est partie, mais c'est pas bien grave. Peut-être simplement sur les risques URSAF aussi, Exactement. rapidement. Raphaël, tu me connais bien, tu sais très bien que j'ai une mémoire de poisson. Merci d'être là pour m'aider dans ce podcast. Au moins, tu renvoies Je suis la un peu balle. comme toi, hein, c'est pour ça que je suis mon... je suis pareil. Du coup, alors, vas-y. Donc, les risques URSAF. Alors les risques URSAF, rapidement là encore une fois, comme j'ai travaillé au sein du service contentieux de l'URSSAF, donc c'est en fait la personne qui va devant la juridiction défendre l'URSSAF contre les entreprises qui ont été redressées et qui vont contester les redressements URSSAF. Donc un redressement URSSAF, en fait, ça va servir à contrôler le respect par l'employeur des obligations légales en matière de cotisation et de contribution sociale. Concrètement, on va voir est-ce que l'employeur a payé suffisamment de cotisations sociales. Donc là, il y a un risque très important pour les entreprises parce que quand le contrôleur URSSAF effectue son contrôle, il va vérifier tous les documents, donc notamment des documents comptables, pour vérifier si toutes les sommes qui ont été versées, en fait, qui sont passées en frais professionnels, est-ce qu'il va vérifier, est-ce que ce n'est pas des avantages en nature, pour voir s'il va réintégrer ces montants dans l'assiette des cotisations. Donc, alors, prenons un exemple. Du coup, tu as une boîte qui va avoir un contrôle URSAF. L'URSSAF, lui, son objectif, c'est de bien vérifier que, en fonction de ce qui s'est passé dans la boîte, eh bien, ce que la boîte a fait, elle a bien déclaré les cotisations sociales en fonction de ce qu'elle a fait, avantages en nature, bon bref, tout le tralala, les salaires, bon, bref, tout ce qui va avec. Le contrôleur URSSAF, lui, il fait son contrôle. Et sur les contrôles que le contrôleur URSSAF peut faire, c'est quoi les points de vigilance que les entreprises doivent avoir pour ne pas se faire allumer? Parce que tu sais, t'entends URSSAF, déjà ça fait flipper, tu vois, Ouais. dans l'esprit collectif. Ouais. Donc tu te dis, là je suis mal barré ou alors je vais me faire déplumer. L'URSSAF, ça fait peur, hein. C'est comme les contrôles fiscaux parce qu'on on se met à la place des entrepreneurs honnêtes. Les entrepreneurs malhonnêtes, en contre l'URSSAF, ils méritent, c'est bien fait pour eux. Mais le problème des malhonnêtes, c'est qu'ils s'organisent généralement pour pas payer. Mais les entrepreneurs honnêtes, ça fait peur parce que on en revient toujours au même. Parfois, c'est une méconnaissance de texte et c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué un contrôleur URSSAF. Parfois, il y a des erreurs aussi. Moi, je l'ai vu en vrai, hein. Il y a des erreurs, parfois, des contrôleurs. Moi, ce que je peux dire, je peux pas donner tous les exemples de redressement parce que il y en aurait plus de 1000, enfin ça va être trop compliqué. Simplement, je peux donner simplement un exemple et expliquer comment je ferais moi pour être vigilant là-dessus. Pour donner un exemple qui va parler à tout le monde, parce qu'on va se dire oui, mais sur quoi je peux être redressé. Une entreprise, par exemple, qui va rembourser à ses commerciaux qui ont besoin de faire du réseau la cotisation au Rotary ou Lions Club, par exemple. C'est quoi ça? Donc comment dire, des associations Ah ok, professionnelles qui vont permettre de rencontrer du monde pour élargir son réseau professionnel. Cette cotisation-là, on peut se dire, c'est un frais professionnel parce que c'est pour l'activité de l'entreprise. carrément. Voilà. Mais on peut aussi se dire, et moi c'est ce que j'ai vu à l'occasion d'un contrôle URSSAF, ce que soutenait l'URSSAF, ce avec quoi j'étais pas d'accord. Moi je devais le plaider, donc je devais être d'accord avec l'URSSAF, mais moi j'étais pas vraiment d'accord. On peut se dire, non, c'est un salaire. C'est un salaire parce qu'il n'y a pas de raison que l'entreprise prenne en charge le développement du réseau professionnel de son salarié. C'est une question d'interprétation des textes. Et parfois, il y a énormément de points de redressement où c'est flou. On ne sait pas trop. Parfois, c'est évident. On sait que l'entrepreneur est malhonnête, paye pas les cotisations. Mais la plupart du temps, c'est pas évident. C'est pour ça que moi, ce que je conseille, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit quand il y a un contrôleur URSSAF. Moi, je l'ai vraiment vu. C'est que parfois, les contrôleurs URSSAF, et je l'ai vu dans des contrôleurs URSSAF, on peut, au niveau contentieux, c'est-à-dire une fois un avocat qui s'est chargé de l'affaire qui conteste pour le compte de l'employeur, ils peuvent réussir à faire tomber des points de redressement. J'ai déjà vu des points de redressement à plus de 100 000 euros tomber sur une discussion simplement au sein du service contentieux de l'URSSAF en disant mais ça paraît quand même bizarre, ça me paraît plus
C'est pas, le redressement, là, il n'est pas justifié. Donc ça montre déjà que quand on est de bonne foi, qu'on est honnête et qu'on a derrière une argumentation, qu'il faut contester absolument. Parce qu'on peut gagner des montants extrêmement importants et il ne faut pas partir du principe que l'URSSAF a toujours raison. C'est pour ça qu'il y a des procès, qu'il y a un juge qui va vérifier. Donc ça, c'est le premier point de vigilance, c'est contester. Si on estime être de bonne foi et qu'on est encadré par des professionnels qui disent oui, là, ça me paraît contestable, il faut contester absolument. La deuxième chose, c'est à mon sens d'être accompagné par un expert comptable ou par un avocat qui connaît non seulement son secteur professionnel, mais aussi son secteur géographique. Parce que les URSSAF, ça marche par région. C'est pas toujours les mêmes points de redressement qu'on va retrouver dans les régions, et notamment en fonction des secteurs. Si on prend un exemple pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, si on fait appel à un expert comptable qui travaille avec un avocat, etc., qui ont l'habitude de faire ça, qui ont déjà des clients dans l'hôtellerie, la restauration, etc., évidemment qui connaissent déjà les points chauds, les points de redressement brûlants. Et donc ça permet déjà de traiter plus vite, d'éviter de faire des erreurs au niveau contentieux. Et ça permet aussi, et c'est mon troisième conseil, de faire des audits sociaux en amont quand on a des doutes, et même quand on n'a pas de doute. À mon sens, ça peut être intéressant de faire ça parce que ça peut éviter des redressements qui peuvent coûter extrêmement cher, de faire des audits sociaux et de voir est-ce que là il y a un risque ou pas, de faire évaluer. Et ça, à mon sens, ça nécessite de passer par des professionnels qui connaissent le secteur et qui connaissent la géographie, parce que globalement, ils savent à peu près les points de redressement qui tombent fréquemment. J'imagine que les contrôleurs URSSAF, ils vont pas aller voir une boîte de un salarié avec un redressement de 400 € l'année. Ça vaut certainement pas le coup. Quels sont les... Ah, je sais pas si Non, mais tu peux nous dire, mais quels sont les traceurs qui fait que là, il faut faire gaffe si on est dans cette catégorie d'entreprise, tu vois? Parce que forcément, il y a des zones d'alerte. Ah, tiens, le contrôleur URSSAF est dans le bureau, entre collègues, dit, ah, tiens, j'ai trouvé un poisson, voilà, je vais aller le chercher. Qu'est-ce qui fait que ce poisson, eh ben, on l'a flairé, on pense qu'il est un bon client pour nous? alors, encore une fois, là, c'est vraiment imprécis. Ce que je veux dire, je préfère que les gens qui nous écoutent, ils prennent ça avec des pincettes. Prenons Moi, les je vais dire pincettes. de ce que j'ai pu discuter quand j'ai discuté avec des contrôleurs SAF, etc. Tu vois. Déjà, je me suis rendu compte que les contrôleurs SAF, ils doivent rapporter de l'argent. Il faut faire des contrôles. Donc, évidemment, moi, je pense que plus l'entreprise fait de chiffre d'affaires, plus, entre guillemets, c'est des contrôles sur lesquels ils vont essayer d'être minutieux, faire attention. Ça ne veut pas dire qu'ils vont redresser n'importe quoi, mais parfois, ça arrive qu'il y a des chefs de redressement injustifiés. C'est pour ça qu'il faut les contester. Parfois, c'est justifié. Parfois, le montant va être réduit, etc. Après, il y a aussi, donc si l'entreprise a fait un gros chiffre d'affaires, une grosse activité, bah là, moi, je conseillerais vraiment, faites un audit social pour voir quels sont les points brûlants. Je prends un exemple. Par exemple, il y avait une entreprise qui a remboursé les frais de transport qui était je crois, dans le secteur, en tout cas, qui était dans un endroit qui n'était pas très bien desservi par les bus et qui remboursait une partie des frais de transport. Et l'URSSAF avait considéré que ces frais de transport, en fait, le remboursement excédait les limites autorisées, etc. Et donc, elle avait réintégré une grosse partie dans l'assiette des cotisations et ça faisait des montants extrêmement importants. Si l'entreprise avait été conseillée en amont dans le cadre d'un audit social, peut-être qu'elle se serait organisée différemment. Oui, parce que normalement, je crois que l'employeur, il peut rembourser sur un certain montant pour l'essence, le carburant, je crois que c'est 200 ou 250 euros, j'en sais rien, par an, je crois. Franchement, j'ai plus les Bon, montants en bref, tête, il me mais semble qu'à l'époque, moi, j'avais vu ça. Et puis, il y avait le frais de transport, il peut rembourser à minima la moitié, le ticket de bus, là, ou jusqu'à 100%. Je crois que c'était ça les règles aussi, si je me rappelle bien. Et donc, eux, ils n'étaient pas dans les clous, ils étaient partis un peu plus loin. Euh, En fait, ils voulaient faire quelque chose au bénéfice de leurs salariés, en réalité. C'était pas, justement, c'était aussi pour être utile pour leurs collaborateurs. Mais du coup, il faut quand même faire justement attention entre la règle et le bien qu'on veut apporter à notre collab, même si ça rentre dans l'intérêt de l'exploitation. Parce que si le salarié ne peut pas venir au bureau, bah, c'est compliqué. Donc, je comprends bien. Je comprends bien ce que tu dis. Ok. la frontière est mince entre l'avantage en nature, le frais professionnel, etc., le salaire. Voilà, il faut faire attention. Et après, juste aussi, j'avais posé la question, ça m'intéressait de savoir ce qui se passe pour les dénonciations. Est-ce que c'est pris en compte ou pas et il nous avait dit en fait que le problème, ils en reçoivent plein, des dénonciations anonymes. Donc le méchant voisin qui te veut du mal, qui est pas content que tu aies monté ta société. Mais donc ils en reçoivent plein et il me disait que la plupart du temps en fait ils les suivent pas
parce qu'il se sont rendu compte que c'était des petites vengeances personnelles, histoire d'un tel qui a couché avec la femme ou avec le mari d'un tel, etc. Mais que parfois, quand ça leur semble vraisemblable, ça peut initier des contrôles, mais globalement, voilà, ils y font pas trop attention. Donc en fait, je pense moi qu'ils ils connaissent leur secteur. Ils savent globalement quelles sont les grosses entreprises. Il y a des contrôles réguliers, dans les limites il y a une prescription, donc régulièrement ils vont faire des contrôles, et que ce sont souvent les mêmes points de redressement qui reviennent, même si quand les pratiques évoluent, peut-être qu'il peut y avoir des nouveaux points de redressement, etc. Et donc je pense que les contrôleurs SAF, ils ont leur manière de sélectionner les dossiers, mais j'avoue, je ne peux pas t'en dire plus. Euh, si je reprends l'histoire des commerciaux tout à l'heure, tu vois, là, tu avais dit qu'il y avait un point de litige où on disait, OK, Yava, n'importe quoi. Je sais même il va y avoir un redressement parce qu'on va considérer que c'est plus de l'avantage en nature que des frais professionnels. Là, moi, d'un point de vue externe, j'essaie de justifier un peu. Attends, Coco, si eux, ils vont dans ce genre de réseau, c'est pour amener du business. Là, on pourrait se dire, on pourrait en tout cas défendre notre paroisse en disant, bah, ce commercial, il a été inscrit là-dedans, et donc le fait de cette inscription, il a pu faire du réseau, et ce réseau a ramené, je sais pas moi, 1 million, 2 millions, 100 000 euros. Du coup, là, ça pourrait être tangible parce que le fait qu'il soit rentré là-dedans, qu'il a fait du réseau, ça a eu un impact économique directement dans l'entreprise. Là, on pourrait le défendre en disant, bah non, c'est pas de l'avantage en nature. Là, tu vois bien que le fait qu'il y était, eh bien, ça a ramené du business. A contrario, ça pourrait être, on pourrait l'imaginer qu'il est rentré dans le réseau, il a rien ramené comme, comme chiffre d'affaires. Là, on pourrait dire, ok, l'avantage en nature, why not, quoi. Tu vois. Est-ce que ça pourrait se défendre, ça, en disant, bah non, regarde, ça a ramené quand même du chiffre d'affaires, tu vois. Donc, c'est pas logique que je sois redressé là-dessus. Bah, je vais te dire franchement, il y a certains dossiers en fait que j'ai plaidé. Je suis resté 6 mois, donc j'ai pas vu les résultats. J'ai pas vu la décision. En plus après, il peut y avoir des appels, etc. Mais moi là-dessus, le redressement, alors il me semblait pas justifié, très sincèrement. Donc tu plaides l'inverse parce que c'est ton métier, mais ça me semblait pas justifié. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en droit, il y a souvent deux versions qui se tiennent. C'est pas pour rien qu'on ne sait pas jusqu'au bout, il y a un aléa, on ne sait pas jusqu'au bout dans quel sens le juge va statuer. Parfois, c'est presque sûr, mais la plupart du temps, il y a une incertitude. Les avocats, ils stressent jusqu'à recevoir la décision pour leurs clients, ils ne sont pas sûrs. Donc, il y a déjà cette partie aléa qu'il faut accepter. Et après, moi, je pense que ça se joue beaucoup aussi, parfois sur les textes juridiques qui sont clairs, mais aussi sur la preuve. C'est-à-dire que si l'employeur, là, dans ce cas-là, euh, réussit à prouver qu'ils ont gagné tel client, tel client, tel client suite à tel événement de réseau, etc., bah peut-être que ça permettra de plus facilement emporter la conviction du juge. Prouver aussi que dans ce domaine spécifique, cette cotisation-là, elle est fondamentale, que c'est impossible de ne pas être inscrit dans ce club-là. Donc là, je dis ça comme ça, je ne sais pas si c'est ce qu'un avocat plaiderait, mais voilà, c'est une histoire vraiment d'interprétation, de preuves, et il faut essayer de convaincre le juge que son argumentation est la plus vraisemblable. Plaider, ça, c'est une des missions des avocats. Comment on fait du coup pour plaider quelque chose auquel on est intérieurement pas convaincu? Purée, mais tu peux pas avoir la même force de conviction et la même pertinence dans tes propos ou la même émotion en réalité. Donc, comment tu fais pour faire ça? Alors bon, déjà, je suis plus avocat. Donc, je précise bien à tout. Je vais peut-être parler. Donc moi j'ai plaidé pour l'URSSAF. Donc c'est des dossiers qui sont. Il y a des enjeux financiers certes importants, mais c'est moins du droit du travail ou du droit pénal où là peut-être les enjeux sont encore plus importants. Ce que j'ai pu constater, c'est que les avocats, c'est leur métier en fait. Je le vois parce que ma copine est avocate en droit du travail. Ils finissent par se convaincre de leur argumentation. Parce que tu peux pas justement en fait y aller et pas être vraiment convaincu par ce que tu fais. L'URSSAF c'est différent parce qu'en fait si tu veux on appelle ça les audiencières, elles ont presque parfois 20 dossiers à plaider dans une audience. On peut pas être à 100% sur les 20 dossiers. C'est un travail monstrueux qu'elle réalise. Un avocat, la plupart du temps s'il a 3 plaidoiries le jour même, c'est déjà beaucoup. Donc généralement on finit par se convaincre
que le client a raison parce que voilà, on a étudié toutes les pièces, etc. On- on se dit que ce qu'on plaide, c'est légitime. Moi, je pense que c'est comme ça que les avocats font. Après, évidemment, c'est le cas du problème de conscience. Est-ce que on peut défendre ce qu'on veut, n'importe quoi? Ça, après, c'est Je entre vois. l'avocat lui-même, quoi. Ok, très clair. On arrive à la fin de cet épisode, mon cher Raphaël, qui était vraiment trop cool. On part sur un petit bonus. Là, dans ce. À part si tu as des choses à rajouter. Non, moi, je suis bon. Non, t'es Je bon? suis OK. T'es bien Ouais. là, ok, on est chill et tout. Moi perso, j'ai enlevé les pompes, je suis pieds nus. Là, je suis vraiment tranquille. Même toi, là, t'es tranquille, Je mon suis cher tranquille. J'ai Raphaël. gardé les pompes par respect, mais, Non, mais je t'aurais suis pu les tranquille. enlever, il y a pas de problème. Euh, Est-ce que tu aurais un exemple concret d'affaire que tu as pu avoir à traiter ou à rencontrer dans le cadre de ton expérience? Si tu pourrais nous en donner le début et la fin, ce serait assez cool pour qu'on puisse nous avoir une visibilité générale sur le début et la fin et le résultat. Alors, je vais prendre une affaire qui a été assez courte en termes de délai. Enfin, la durée n'a pas duré très longtemps parce que ça s'est soldé pas par une transaction, par une rupture conventionnelle, mais pour montrer, parce que ça correspond à ce que beaucoup de salariés souhaitent. C'est-à-dire, on a l'hypothèse d'un salarié, là en l'occurrence une salariée, qui est en poste depuis longtemps. La relation de travail se dégrade. La personne a envie de partir, a des griefs, des vrais griefs fondés contre l'employeur. Elle a envie de partir. Elle a aussi un peu envie, il faut le dire, de nuire à son employeur parce qu'elle a subi, etc. Et au moment où elle dit stop, j'en ai marre. J'ai envie de me venger, en fait, en quelque sorte. Et j'aimerais bien, en plus, si possible, partir avec une rupture conventionnelle pour avoir droit au chômage. Parce que la démission, c'est vrai que c'est un peu plus risqué, mais bon, voilà. Ou alors, pour avoir le droit à des indemnités dans le cadre d'une transaction. Pas forcément une rupture conventionnelle, mais partir avec une somme d'argent. Là, ce que ce qu'on avait fait, ce que ça consiste à faire, c'est d'initier une procédure contentieuse. Donc une procédure contentieuse, ça commence pas nécessairement par saisir le Conseil des prud'hommes. Théoriquement, oui, parce que le contentieux commence en saisissant le Conseil des prud'hommes, mais d'abord, ça commence par une lettre à l'employeur, avec l'ensemble des griefs reprochés, et ça permet, dans certains cas, d'espérer avoir une issue amiable. Et les issues amiables, à mon sens, c'est la solution parfaite, parce que ça permet, l'employeur, il trouve son compte, va pouvoir régler le problème à l'amiable, et le salarié aussi, ça lui évite un procès, etc. Donc ça consistait là ici, c'était une salariée qui avait une classification conventionnelle professionnelle qui était inférieure aux tâches réellement effectuées. C'était pas facile de le prouver, mais il y avait beaucoup d'éléments qui montraient que la classification qui lui était attribuée ne correspondait pas à sa classification. Et il se trouve que la classification qui lui correspondait, ça augmentait son salaire de presque 1000 euros. Donc déjà, sur les 3 dernières années, qui était la prescription, on pouvait demander un rehaussement de 1000 euros par mois sur les 3 dernières années, en comptant les congés payés, etc. Donc ça commence à chiffrer. En plus de ça, il y avait une discrimination salariale ou en tout cas une rupture d'égalité de traitement. Alors c'est pour distinguer une discrimination, ça consiste à traiter, c'est une mesure défavorable. Donc ça peut être, on en parlait tout à l'heure, refuser de recruter quelqu'un, mais ça peut être aussi licencier quelqu'un, il y a plein de motifs. Une mesure défavorable fondée sur un motif illicite. Donc par exemple le sexe, par exemple l'origine ethnique, l'apparence physique, etc. Je disais qu'il y avait plein de motifs. Là en l'occurrence, on pouvait estimer que c'était une discrimination fondée sur le sexe, puisque on pouvait prouver que l'intégralité des hommes étaient payés quelque chose comme 1500 euros de plus par mois pour des diplômes inférieurs avec des tâches inférieures. Il y avait un niveau de responsabilité qui était moindre et c'était assez simple à prouver. C'était la gestion de, pas trop en dire, mais la gestion d'aéroports. Il y avait en l'occurrence, cette personne gérait des aéroports plus importants. La taille était beaucoup plus importante, le trafic était plus important. Ça nécessitait beaucoup plus de compétences. Et en plus, elle avait des diplômes plus importants. Et pourtant, elle était payée moins. Et donc, soit on disait que c'était une discrimination fondée sur le sexe, soit on disait tout simplement que c'était une rupture d'égalité de traitement, si la discrimination n'est pas reconnue. L'avantage de passer par la discrimination, c'est que la prescription est plus longue, c'est 5 ans. Donc on pouvait demander des rappels de salaire pour atteindre le salaire des autres personnes, donc des hommes, mais cette fois-ci sur les 5 dernières années. En disant on aurait dû être payé, je ne sais plus comment c'était, 1500 euros de plus sur les 5 dernières années. À côté, il y avait des histoires aussi de... l'entreprise avait fait travailler pendant le Covid alors qu'ils étaient au mi-temps, en mi-temps, les salariés n'étaient pas censés travailler.
Donc il y avait possibilité aussi de parler du travail dissimulé, etc. Je ne sais pas si ça aurait pu être reconnu, mais en tout cas, on pouvait l'avancer. Et donc on a commencé à contacter l'employeur pour le mettre en garde sur tous ses griefs, etc. L'employeur a répondu, nous a fait comprendre qu'il souhaitait plutôt mettre en place une procédure amiable. Et finalement, ça s'est soldé par une rupture conventionnelle. On a laissé tomber en fait les demandes. Et avec la rupture conventionnelle, l'avantage, c'est que tu as aussi l'indemnité légale ou conventionnelle, en l'occurrence l'indemnité conventionnelle de licenciement. Et pour les salariés qui ont de l'ancienneté, ça peut se chiffrer de manière assez importante. Donc en fait, on a négocié une rupture conventionnelle. L'employeur n'était pas trop conseillé, donc il n'a pas fait de transaction. Je ne sais même pas si on peut faire une transaction après une rupture conventionnelle, c'est peut-être risqué aussi. Mais bon, il y a eu ça, ça a arrangé la salariée. Mais c'est parti grâce à un courrier d'avocat où l'employeur s'est dit, là c'est chaud, ça me paraît justifier ce qu'on me reproche. J'ai envie d'éviter le conseil des prud'hommes. Nous, ce qu'on demandait, c'était beaucoup plus que ce qu'on a obtenu pour la rupture conventionnelle, mais ça a permis de trancher au milieu. La salariée était très contente. Voilà. Ce qui est, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est, alors je vais parler de deux choses, de trois choses précisément. Ce qui est intéressant, c'est que là, quand tu vas aller formuler une demande à l'employeur, tu vas adopter une stratégie. Exactement. Et donc, en fonction de la stratégie que tu vas adopter, là, tu as dit un mot-clé qui était intéressant, c'est que tu dis qu'il y a prescription pendant 5 ans. Donc, c'est-à-dire que si tu prends une direction, eh ben, ou plutôt qu'une autre, eh ben, tu pourras prétendre normalement à plus, en tout cas d'indemnité, dans ce cas de figure, qu'une autre manière. Donc, c'est là où c'est important d'être accompagné par des juristes qui maîtrisent précisément leur métier, que vous soyez en entreprise ou en cabinet comptable, bosser avec des juristes qui sont spécialisés là-dedans. Enfin, ils sont vraiment... d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter pour vraiment avoir cette lecture concrète, précise, pour que aussi ça puisse éveiller des consciences. Le droit, quand on le maîtrise bien, je me rappelle quand j'étais dans les études en DCG, il y avait ma prof de droit, qui était prof de droit des sociétés et droit social, qui disait, en fait, le meilleur des bandits, entre guillemets, c'est celui qui maîtrise parfaitement le droit, parce qu'il fait tout dans les règles, en fait. Tu vois? Alors attention, hein, je dis pas que les juristes sont des bandits, pas du tout. Non, mais C'est que si tu tu as utilises raison, ça peut. Oui. tu utilises le droit au service de ce que tu veux. Et donc, si tu sais bien le manier, bah, t'as plié le game, quoi. Et je vais même te donner un exemple. Je Dis-moi. vais pas donner de nom, rien, mais on avait un professeur qui nous avait dit qu'il avait un ami qui était RH et qui s'était vanté, donc j'imagine le RH maléfique, qui s'était vanté de réussir à avoir licencié je sais plus combien de personnes sans mettre en place de plan de sauvegarde d'emploi. En fait, Ouais, quand tu licencies beaucoup pour le licenciement pour motif économique, tu es obligé de mettre en place un PSE. Et il y a des moyens de contourner ça. Mais il faut bien connaître le droit. Et tu as des RH qui sont spécialisés là-dedans. Et ça, c'est presque de la fraude parce qu'en fait, on contourne la loi, etc. Mais c'est parce que ces personnes-là connaissent bien le droit qu'ils arrivent à contourner ça. Et juste pour revenir aussi sur la stratégie, donc il y a eu un article dessus. Alors, c'est un domaine, je crois, hein, qui est peu exploré par la doctrine. Mais je sais que, alors ça devait être sur Dalloz, il y a un article qui était sorti. Donc, c'était avec. On avait parlé tout à l'heure, hein, donc c'est un avocat qui est aussi chargé d'enseignement, je crois. Donc Maître Pagani, qui enseigne, je crois, notamment à Paris 2, qui a sorti un arrêt, alors coécrit avec une dame dont j'ai oublié le nom, où il parle de la stratégie spécifiquement pour le droit du travail. Et donc ils expliquent dans cet article que la stratégie, c'est le plus important en fait, en droit du travail. Et ça, comme tu dis, c'est l'expérience, c'est la pratique, etc. Et c'est pour ça, encore une fois, que pour moi, les avocats qui sont spécialisés dans un domaine, c'est là où ils ont une vraie valeur ajoutée, c'est qu'ils ont l'expérience et ils savent comment faire pour arriver au résultat souhaité par le client. carrément, carrément. Autre chose, en droit, on doit toujours apporter la matérialité de la preuve. On peut pas. Est-ce qu'on pourrait se faire. Est-ce qu'on pourrait. Comment dire? Comment je pourrais formuler ça? Est-ce qu'on pourrait avancer des choses? Par exemple, je dis, voilà, j'ai travaillé 100 heures supplémentaires. Est-ce que ça pourrait être valable si j'apporte pas la preuve? Tu vois? Matériel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en avais parlé ça avec un magistrat professionnel. Je lui avais demandé comment vous faites quand vous ne savez pas. Quand il y a une situation de harcèlement, que vous hésitez, que vous ne savez pas. Et il m'avait dit dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est on retourne voir les textes sur les règles de preuve. Et dans le code du travail, vous avez beaucoup, par exemple pour la discrimination. En fait, la discrimination, c'est très dur à prouver. Et il y a des règles spécifiques sur la discrimination qui ont notamment pour objet
d'aider le salarié à prouver la discrimination. Donc, par exemple, il y a des méthodes pour la discrimination. Il y a la méthode du testing qui consiste à appeler des entreprises, etc. Alors ça, j'imagine que ça peut servir de preuve. Mais sinon, pour un salarié tout seul, il y a des textes qui disent qu'en fait, le salarié va devoir avancer des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination et qu'ensuite l'employeur va devoir y répondre. Donc là, ici, il y a un texte clairement qui explique comment ça se passe en termes de preuves. Et des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, c'est un peu plus simple à prouver que prouver une discrimination. Tu vois ce que je veux dire ? Très clair. Et donc, il faut aller regarder les règles de preuve. Donc, tu as des règles parfois de preuve de droit commun et parfois des règles spécifiques en fonction du cas. C'est trop génial, trop cool, super, super mon cher Raphaël. Mais écoute, on arrive à la fin de cet échange. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou pas. Je pense que c'est bon, je suis bon. Trop cool. Écoute, on a fait une masterclass qui a duré beaucoup plus longtemps que ce que j'imaginais. Plus les épisodes avancent et plus je prends du temps à les faire, c'est que je prends vraiment du plaisir, donc c'est cool. Donc du coup, si toi on veut te retrouver, mon cher Raphaël, qu'est-ce qu'on peut faire pour voir ce que tu proposes, si on veut t'écrire, si on veut... Bref, raconte-nous tout. Alors vous pouvez me retrouver déjà, parce qu'on l'a pas dit je crois au début de la vidéo, sur les geeks des chiffres, sur la partie droit social, il faut quand même le rappeler. Ah oui, et pourquoi j'ai pris Raphaël ? Parce que, pour information, il est mentor évidemment chez les geeks des chiffres. Et on a eu les taux de réussite du DCG 2022 et on est quasiment à 2 fois plus de taux de réussite sur l'épreuve de droit social que les moyennes nationales. Ça, c'est donc, cool. Donc ça c'est bien pour Raphaël, mais c'est aussi bien parce que c'est un bon prof. Et donc c'est pour ça qu'aussi j'ai voulu le prendre. C'est cool, ça m'a fait plaisir. Et principalement sur mon site aidotd.com. Donc on est deux, on est avec ma sœur Laura, on est deux cofondateurs. Donc après sur Instagram, sur le site, même pour les gens qui veulent m'ajouter sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça marche, super. En tout cas, et sur YouTube aussi. aidotd, oui. Je vais essayer d'en sortir plus des vidéos. Super. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Raphaël, d'avoir participé à cet échange. Pour moi, c'était un vrai plaisir. Pour moi aussi. Cette vidéo et ce podcast, bien évidemment, il est disponible ici sur YouTube et ici sur les différentes plateformes de podcast. Donc, si vous souhaitez soutenir le taf et rencontrer et voir des gens comme ça sur le format Les Geeks des Chiffres, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles parce que ça nous fait remonter dans les classements et puis ça fait toujours plaisir. Un like, un petit commentaire et puis nous... Et moi, en tout cas, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À bientôt pour le prochain épisode. Ciao!